tous ou rebonjour parce qu'il y en a qui sont là depuis un petit moment. Donc je vais me présenter effectivement rapidement. Donc je m'appelle Vivien Vidal. J'ai un cabinet de conseil dans le tourisme depuis une vingtaine d'années. Donc ça fait une vingtaine d'années que je suis principalement des entreprises touristiques un petit peu partout en France. Et avant, on travaillait aussi pas mal en Espagne, par exemple, sur le Maghreb, mais c'est plus compliqué en ce moment, forcément. Dans mon métier, c'est ça. Mon métier, c'est le marketing à la base. Donc, mon métier, c'est surtout de regarder le marché et d'adapter face au marché, d'adapter les offres, d'adapter les moyens de communiquer, d'adapter les moyens de vendre, d'adapter tout, en fait, pour coller au maximum au marché. Il y a quelques années, j'étais déjà venu sur votre territoire, mais j'avais eu la chance d'y venir physiquement. On avait fait une soirée où on avait discuté déjà de ces problématiques-là et du coup, ça avait soulevé pas mal de questions. Et donc, je suis très content de revenir aujourd'hui, mais de manière un petit peu plus distancielle, on va dire, hein, pour être sur ces problématiques-là. Donc, on a toujours parlé du tourisme de demain, hein. N'importe quel professionnel du tourisme, il s'intéresse toujours à comment ça va se passer, qu'est-ce qu'il va falloir inventer, qu'est-ce qu'il va falloir changer pour optimiser plein de choses. Mais là, c'est sûr qu'avec la crise qu'on vit depuis maintenant un an et qui visiblement n'a pas l'air de se terminer rapidement, ben, ça accélère certaines choses, ça exacerbe certaines choses, il y a certaines choses qui disparaissent, il y a certaines choses auxquelles on ne croit plus, il y a de nouvelles choses à inventer. C'est pour ça que j'ai écrit le mot défi là, sur cet écran. Je pense que vous allez voir qu'il y a beaucoup de défis potentiellement à relever. Mon but là, juste ce matin, c'est de vous poser des choses qui sont non pas des idées farfelues, mais des faits en fait, hein, et de voir derrière qu'est-ce qu'on peut imaginer, qu'on soit une très grosse entreprise, d'une toute petite, un territoire, lorsqu'on s'intéresse au tourisme. Donc voilà pour cette intro. Donc la durée de la conférence, normalement, c'est 5-6 heures. Hein, donc j'espère que vous avez pris des sandwichs et des boissons. Je rigole, bien évidemment, hein, ne partez pas tous. Hein, donc on va dire une grosseur. Si vous me laissez 1 heure et quart, c'est super. Et puis après, s'il y a des questions qui remontent, on prendra le temps de répondre. Comme je suis bavard, en général, quand je dis 1 heure et quart, ça fait toujours un petit peu plus. Mais je vais essayer de tenir le timing. Alors oui, quand on parle de demain, il y a des choses un petit peu de base à avoir en tête. La première des choses, c'est ce qu'on appelle le choc sociologique, donc l'évolution finalement des clientèles. Alors, les clientèles, c'est les touristes. Hein. Les touristes, ce n'est pas des ovnis, hein. C'est vous, c'est moi, c'est le reflet de la société. Euh, Vous avez sur cet écran des visages qui apparaissent. C'est ça vos clientèles potentielles. C'est des gens qui sont très divers, qui évoluent beaucoup. Et ça, c'est vraiment un constat et un concept à avoir fortement en tête quand on travaille dans le tourisme. C'est qu'on vend des choses, on vend des services, on vend des produits, mais à des gens qui changent énormément. Euh, Or, on ne peut pas vendre les mêmes choses à des gens qui changent énormément. On ne peut pas le vendre de la même manière, on ne peut pas le vendre avec les mêmes outils, etc. Donc, le concept, très souvent dans le tourisme, on dit, ben oui, les clientèles, elles changent, mais c'est un premier travail d'introspection de se dire, mais moi, est-ce que je change? Est-ce que j'ai beaucoup changé? Est-ce que mon offre, elle change? Est-ce que ma manière de communiquer change? Est-ce que ce que je mets en avant, ça a changé, etc., etc. Parce que forcément, ces gens, ils changent énormément. Alors, schématiquement, on les classe, vous savez, on appelle ça des générations. C'est extrêmement caricatural et schématique, mais c'est vrai qu'on a tendance à classer les gens en marketing comme ça par des grands groupes de consommateurs. Donc là, sur cet écran, vous voyez des groupes qui sont des groupes que vous pouvez avoir, vous, dans vos clientèles. Alors, je vous ai mis en gros les moyennes d'âge là pour que vous ayez en gros en tête ce que vous voyez. Il y a des choses dont on parle beaucoup dans les médias, c'est ce que vous voyez en bas à gauche de l'écran, c'est ce qu'on appelle la génération Y, les millennials. On en parle énormément dans les médias parce que c'est la cible de clientèle la plus importante actuellement. C'est normalement celle que vous devriez le plus avoir sur vos territoires, dans vos entreprises, etc. C'est là qu'il y a le plus de population. Je vais vous montrer les chiffres juste après. Mais gardez en tête une chose par rapport à ça, c'est que vous avez face à vous des gens qui, au-delà d'âge, ont surtout des comportements, des valeurs, des choses recherchées extrêmement différentes. Si vous prenez les baby boomers, par exemple, qui sont des gens donc, qui ont en gros entre 60 et 75 ans aujourd'hui,
Les baby boomers, ça a été une très grosse clientèle touristique. Ce sont des gens qui sont attachés à certaines choses très importantes, comme la sécurité. C'est des gens qui sont sensibles à des valeurs comme la famille, à la propriété des choses. C'est des clientèles qu'on fidélise beaucoup, par exemple. C'est des clientèles qui, si elles viennent chez vous et qu'elles sont très satisfaites, par exemple, la probabilité qu'elles y reviennent est très forte. Parce que c'est comme ça, c'est dans leur manière de vivre, cette notion de fidélité quelque part. Si vous prenez les autres générations, ça varie. La génération X, par exemple, les gens qui ont une cinquantaine d'années, il y en a certainement aujourd'hui dans cette salle. Moi, j'en fais totalement partie. J'ai 49 ans, donc je suis pile poil dans cette génération X. Génération X, c'est une génération d'inquiets. C'est des gens qui ont grandi dans un environnement très incertain, avec les premières très grosses crises économiques, avec le chômage de masse, etc. Donc, les générations X, pour leur vendre du tourisme, on leur vend autre chose, on leur vend de la sécurité. Donc, on a inventé les labels, par exemple, dans le tourisme, les labels de qualité, on les a inventés pour ces gens-là, pour leur dire, tu vas venir ici parce qu'ici, c'est contrôlé, c'est labellisé, c'est pour ça que tu vas venir. C'est la raison qui va faire que tu vas choisir mon offre, parce qu'elle a un label, elle est vérifiée, etc. Ça s'adresse à des gens inquiets un petit peu. Je ne vous cache pas qu'un label de qualité, vous le montrez actuellement à un client qui a 22-23 ans, c'est pas qu'il s'en fout, c'est que ça n'a pas d'impact pour lui. C'est autre chose qui va avoir de l'impact, mais pas ça. Et ça ne veut pas dire que la qualité n'est pas importante du tout. Ça veut dire que un label qualité, par exemple, comme n'importe quel outil marketing, il s'adresse à certaines clientèles et pas forcément à d'autres. D'où l'intérêt de rester quand même en veille sur toutes ces choses-là et de se dire que les choses changent beaucoup. Hein. Là, je vous ai mis des nombres. Ça, c'est la population. Quelle est la population la plus importante quand on regarde ces classes d'âge globalement, en France et en Europe? C'est déjà la génération Y. Donc, en théorie, si vous cibliez des clientèles, si vous disiez, mais où c'est que je peux aller chercher le plus de gens, où c'est qu'il y a le plus de gens susceptibles d'être intéressés par mon territoire, mon offre, mon gîte, mon hôtel, peu importe, vous pouvez vous dire que c'est là qu'il y a le plus de gens. Et au-delà d'être les plus nombreux, cette génération, c'est également la génération qui part le plus en séjour sur une année. C'est la génération qui consomme le plus de nuitées sur une année. Par contre, c'est une génération qui consomme les nuitées de manière assez bizarroïde, on va dire, si on regarde le tourisme comme avant. C'est-à-dire, c'est des gens, les générations Y, il faut faire attention, hein, c'est plus des genoux, hein, ils ont entre 35 et 40 barreaux, ils ont des enfants, ils bossent. Bon, on a toujours l'impression, quand on fait partie des générations plus anciennes, qu'on parle des petits jeunes et qu'ils vont se calmer bientôt. En fait, ils vont se calmer, rien du tout. Ils sont ce qu'ils sont et ils partent beaucoup en séjour, par contre, de manière extrêmement déstructurée. On a des gens qui ont des familles, souvent avec des jeunes enfants, mais vous allez avoir la maman qui va partir avec 2 copines à côté de, je sais pas où, de Barcelone ou de Grenoble ou de Strasbourg, parce qu'il se passe un truc, parce qu'il y a un truc à faire. Et ça va partir comme ça. Et puis peut-être qu'après, ils partiront 5 jours en vacances, tous les 4, toute la famille, en camping. Et puis peut-être que le papa, il va partir avec un copain et une copine faire un trail de l'autre côté de la France, etc. Et tout ça mis bout à bout, ça fait beaucoup, beaucoup de nuitées finalement sur une année. C'est pour ça que c'est la génération qu'on dit qui consomme le plus. Donc, en général, quand on est sur un territoire touristique, c'est les gens qu'on doit le plus retrouver, c'est les gens que vous devriez le plus retrouver sur vos territoires et dans vos établissements. Alors bien sûr, c'est des gens qui ont une manière de consommer un petit peu différente de ce qu'on pouvait avoir l'habitude d'avoir avant. Donc, avec un tourisme plutôt toute l'année, avec des séjours très variés, du court, du long, beaucoup du dernier moment, beaucoup de l'opportunité. Ça veut dire qu'il faut être extrêmement réactif pour intéresser ces clientèles. Donc ça, c'est un premier choc, ce qu'on appelle le choc sociologique, je vais dire. Mais ce n'est pas un choc qui est lié à la pandémie. Je vais parler de ce que la pandémie impacte actuellement, mais là, ce que je suis en train de dire, ce n'est pas la pandémie qui gère ça. Ça, c'est l'évolution naturelle de la société. Ce premier choc sociologique, mais qui est quand même hyper important à avoir en tête. Je n'ai pas le temps ce matin de tout développer, là, mais les dernières générations, là, les petits genoux, là, la génération Z et la génération Alpha, là, il faut aussi les observer, eux, très, très fortement. Hein. Vous savez, c'est des générations très particulières hein, qui sont nées dans un monde déjà ultra numérisé, etc. Il faut les regarder avec beaucoup d'attention, ces petits jeunes-là, parce que même s'ils n'ont pas encore le pouvoir économique de dire c'est là qu'on va aller et je vais payer le séjour là, ils ont le pouvoir dans les familles de flinguer quelque chose. Hein. C'est-à-dire ils ont le pouvoir de décider qu'on ne va pas aller là-bas. Quoi. Et parce qu'ils auront regardé certaines choses très importantes pour eux, par exemple. C'est pour ça qu'il est toujours très important de s'intéresser au fondement même de ces générations.
Et dans les jeunes générations, il y a de nouvelles choses qui apparaissent, qui peuvent être très intéressantes pour nous dans le tourisme, notamment de nouvelles valeurs auxquelles ces générations sont beaucoup plus attentives que les générations passées, notamment des valeurs autour du respect des choses, et j'en parlerai tout à l'heure avec le respect des territoires, le respect des métiers, le respect des animaux, le respect de beaucoup de choses qu'on peut décliner énormément dans les produits touristiques. Donc ça, c'est un premier choc, c'est ce qu'on va donc très laconiquement appeler le choc sociologique. Deuxième choc, celui-là, il est tout le temps là, c'est le choc technologique. Le choc technologique, c'est quelque chose qui est majeur, la technologie, dans le tourisme, parce que pour nous, dans le tourisme, le contact avec les gens, c'est un fondamental. Le tourisme, c'est du contact. C'est beaucoup de contact avant la consommation d'un séjour, c'est beaucoup de contact pendant, c'est parfois beaucoup de contact après. Enfin, on est vraiment sur une industrie du contact. Je veux dire, par là, vous ne vendez pas des pneus de bagnole, quoi. Vous êtes dans une industrie où la relation est hyper importante. Mais la relation, elle passe par des outils. Et ces outils, ils évoluent au fil du temps, ils évoluent avec les gens, avec notamment ces générations qui ont des habitudes d'utilisation d'outils. Et on se pose bien sûr la question, lorsqu'on est un offreur ou un vendeur, de se dire, si je veux parler avec ces gens-là, et j'ai deux options. Soit je leur demande de faire un effort et de s'adapter aux outils qui, moi, me vont bien, soit c'est à moi, vendeur, de faire l'effort et de m'adapter aux outils qu'ils utilisent. Et ça, c'est vraiment un constat très, très fort dans n'importe quelle industrie du service. Et le tourisme est une industrie du service. Les efforts, c'est le vendeur qui les fait, c'est jamais l'acheteur. Plus on demande d'efforts à un acheteur, moins on a d'acheteurs. Et plus les acheteurs partent avec des vendeurs qui leur simplifient la vie. Et ça, c'est très, très vrai sur les outils technologiques. Vous voyez sur cette slide, je vous ai mis très succinctement des outils que l'on utilisait ou qu'utilisent globalement ces masses de clientèle pour s'informer, communiquer, etc., tout le temps. Vous voyez qu'il y a une évolution très, très forte dans les mots. Alors, vous voyez, il y a des mots comme la télévision, par exemple. Forcément, il y a la télévision, il y a même, ne serait-ce que 15 ans en arrière, vous vouliez faire venir du monde sur votre territoire, vous payez une pub sur TF1 à 20h30, c'était super, hein. Je veux dire, tout le monde vous connaissait. La télévision, il y a des millions et des millions de gens qui ne regardent plus la télévision, en tout cas qui ne la regardent plus du tout de la même manière que ce qu'on avait l'habitude de consommer la télé. Donc c'est un média qui petit à petit disparaît. Et puis vous en avez d'autres, hein. Je n'ai pas le temps de détailler tout ça, mais vous voyez, on est en train globalement d'évoluer de plus en plus de médias dits lents, statiques, à des médias de l'instantanéité. Un média, par exemple, statique, c'est l'email. L'email qui peut paraître comme un outil de communication rapide, elle ne l'est pas du tout, potentiellement. Un email, mettez-vous à la place d'un client qui veut savoir s'il peut venir dans votre petit hôtel avec son chien qui fait 70 kilos. Il veut savoir. Il est sur votre site web, il n'a pas trouvé l'info sur le site web. Peut-être elle y est, peut-être elle n'y est pas, en tout cas, il ne l'a pas trouvé. Bon, il voit qu'il veut savoir, donc il veut rentrer en contact avec vous. S'il peut rentrer en contact par téléphone, vous avez de fortes probabilités que dans les nouvelles générations, il ne téléphone pas. Vu que le téléphone n'est plus tellement utilisé comme un outil de communication vocale. S'il voit un mail, il y a une probabilité, oui, qu'il se mette à utiliser le mail et qu'il envoie un mail. Mais quand on envoie un mail, on est sur un outil de communication lent. Je vous envoie un mail, mais peut-être que je suis sur mon canapé et qu'il est 23h30. Or, l'info, j'ai besoin de l'avoir. Donc, je vais envoyer un mail, voilà, je vais l'écrire, hein, je vais faire l'effort, je vais écrire et tout. Puis, je vais appuyer, ploup. Voilà. Voilà. Je suis en communication avec vous et j'attends. Et ça, c'est la communication email. Or, quand on va s'intéresser à des masses de population qui ont entre maintenant 20 et 35 ans, c'est des masses de population qui ont toujours grandi dans un environnement où l'information va très vite et va très vite à eux. Donc, ça pose des questions à n'importe quel professionnel du tourisme sur l'utilisation d'outils comme les outils live, les messageries instantanées. Pourquoi ne pas développer du WhatsApp dans votre entreprise? Pourquoi les gens ne pourraient pas communiquer avec vous avec WhatsApp pour vous voir, pour être en instantanéité avec vous, etc.
Il y a beaucoup de questions à se poser là-dessus. C'est un enjeu, la communication live dans le tourisme avec ces gens-là. Pensez qu'on a de plus en plus à aller chercher de clients qui se décident au dernier moment, qui sont sur de l'effet d'opportunité. Du coup, les outils de communication doivent être de plus en plus rapides. Et bien sûr, pour nous, dans le tourisme, ça crée beaucoup de contraintes, hein, parce que c'est sympa de dire qu'il faut mettre en place des outils de communication instantanée, sauf que si vous mettez en place ces outils de communication instantanée, il faut être derrière, quoi. Il faut être derrière pour répondre, donc ça a des implications fortes. Donc, c'est une vraie question à se poser quand même sur ces outils de communication. Après, sur les chocs technologiques, vous avez bien sûr toujours cette notion de formatage numérique qui reste là, qui ne fait que simplifier. Alors, le formatage numérique, je vous ai mis quelques icônes là de petites PME sympathiques, hein, qui paient bien leurs impôts chez nous, j'espère. Donc, Amazon, Facebook, etc. Pourquoi ils sont importants pour vous, qui que vous soyez? C'est la notion de formatage, en fait. C'est qu'on a là des outils qui sont utilisés par des centaines et des centaines de millions de gens qui prennent l'habitude de certaines choses. Ils prennent l'habitude de services, ils prennent l'habitude d'avoir un niveau d'information, ils prennent l'habitude de savoir instantanément si c'est disponible, pas disponible, comment je vais le recevoir, combien ça va me coûter, et est-ce que je peux rajouter un service en plus. Ils ont l'habitude de ça, ils se formatent à ça, et ces clients-là, lorsqu'ils arrivent sur le site de votre chambre d'hôte, par exemple, c'est exactement la même chose dans leur esprit. C'est-à-dire qu'ils sont en train d'acheter 3 jours dans votre chambre d'hôte, comme ils achètent une tasse de café sur Amazon, quoi. Donc, des photos, il en faut 30. Il faut voir la tasse de café dessus, dessous, 3/4 arrière. Il faut pouvoir visiter la tasse de café, il faut pouvoir savoir à tout. C'est pareil pour votre chambre d'hôte. Il faut savoir si c'est dispo, si je peux l'acheter, si je peux l'acheter de suite, comment je paie en ligne, etc. etc. C'est ce qu'on appelle le formatage, finalement. Et le formatage, toujours la même logique en marketing, hein. Soit vous êtes dans cette logique, c'est-à-dire vous êtes dans la logique d'apporter ces services-là à quelqu'un qui est habitué à les utiliser, et vous allez dans son sens finalement, vous lui facilitez la vie. Soit vous lui demandez des efforts, soit vous lui dites tu veux savoir si c'est dispo, tu m'appelles, je te dirai si c'est dispo. Et là, on se met à perdre des gens. Et on ne le sait même pas. C'est-à-dire, vous ne le savez même pas. C'est-à-dire que vous avez énormément de gens, si vous leur demandez un effort dans leur acte de consommation, ne le font pas l'effort. Pas parce que c'est des feignants, parce que c'est juste leur manière de vivre qui est comme ça. Dans les chocs technologiques, vous avez aussi beaucoup le poids du collaboratif, qui est quelque chose qui, dans le tourisme de demain, ne fait que simplifier. Alors, le poids du collaboratif, je vous ai mis quelques logos également, vous en reconnaissez sans aucun doute certains. Le logo TripAdvisor, un des premiers outils collaboratifs qui a beaucoup impacté le tourisme avec les avis. Et puis d'autres logos qui sont à côté. Vous voyez le logo d'Airbnb, par exemple. Bon, c'est un logo il y a beaucoup de professionnels du tourisme qui vous disent très clairement que dans notre industrie, le tourisme, il y a eu un avant et un après Airbnb, clairement. C'est l'arrivée d'acteurs collaboratifs qui font péter des modèles, qui font changer, qui créent des déséquilibres terribles tout d'un coup. Et il y a d'autres choses qui arrivent. Sur le poids du collaboratif est de plus en plus fort parce que on est face à des gens, face à des clientèles qui ont besoin d'outils qui vont vite, qui amènent de la simplicité, de la souplesse, et ils la retrouvent souvent dans les outils collaboratifs plutôt que dans des outils complexes. Je vous ai mis le dernier logo là que vous voyez complètement à droite, le Eat With. C'est une plateforme collaborative pour que des gens puissent aller manger. Vous savez qu'en ce moment, c'est très compliqué d'aller manger quelque part, étant donné que tous les restaurants sont fermés, etc. Mais si jamais vous allez dans Paris, par exemple, la semaine prochaine, ou si vous descendez à Marseille, par exemple, et que vous voulez manger, vous prenez votre téléphone, vous lancez l'application Eat With, et ça va vous donner autour de vous tous les gens chez qui vous pouvez aller manger. Mais c'est des particuliers, hein. Et vous aurez ce qu'ils font à manger à midi. Par contre, c'est payant, hein. C'est-à-dire vous allez payer. Et puis vous allez vous pointer chez machin truc et vous mangerez des pâtes à la carbonara à midi et vous aurez payé vos 20 € et puis vous repartirez. Et ça peut paraître epsilon, on peut se dire on s'en fout de ça. C'est exactement comme ça qu'a commencé Airbnb en fait, sur ces logiques de faciliter énormément l'accès à de l'offre. Et les outils collaboratifs, il faut le garder en tête quand on se projette dans le tourisme de demain. On a des outils de plus en plus puissants qui se développent là-dessus. Donc, ils déstructurent un petit peu le marché. Donc, ça voudra dire certainement beaucoup de réactions à avoir, peut-être de la réglementation à mettre en place, certaines législations pour qu'il ne se fasse pas n'importe quoi, etc. Je ne sais pas, mais en tout cas, quand on se projette dans le tourisme de demain, on voit clairement arriver ces acteurs-là comme étant des acteurs très, très puissants.
Et, et après, toujours sur ce choc technologique, et sans aller sans trop détailler, pas passer trop de temps, je dirais, là-dessus, vous avez ces deux dernières choses en bas, qui sont toutes les nouvelles technologies qui arrivent petit à petit. La 5G, on en parle beaucoup. Je vous ai parlé du live avec toutes les technologies de live chat. Et puis, vous avez toutes les briques d'intelligence artificielle qui sont arrivées, qui sont en train de se développer très, très rapidement et qui se mettent à vous donner la possibilité de développer des services et des outils tout à fait intéressants pour les touristes et à des coûts qui sont des coûts souvent dérisoires, ou en tout cas pas très, très élevés. Le live chat, j'en ai parlé tout à l'heure avec l'exemple de WhatsApp, par exemple, qui peut tout à fait vous faire réfléchir à intégrer des outils comme ça. Et l'intelligence artificielle, quand je parle de l'intelligence artificielle ou des big data, ça peut vous paraître complètement surréaliste. Vous pouvez dire, mais ce garçon est fou, moi j'ai un gîte, qu'est-ce qui me gonfle avec l'intelligence artificielle? L'arrivée de l'intelligence artificielle pour nous dans le tourisme, c'est un petit peu la même chose que quand on a vu arriver le web il y a 15-20 ans en arrière. Voilà. Où on se disait, mais moi, le web, mon gîte, j'en ai strictement rien à faire. C'est bon, j'ai un gîte, ça va. Sauf que non, non, des technologies comme ça, quand elles sont massivement utilisées, forcément, ça a de l'impact. De l'intelligence artificielle, il commence à y en avoir absolument partout. Si vous avez un smartphone avec vous sur la table, ben, il y a de l'intelligence artificielle dedans en pagaille. Et il y a beaucoup de choses à inventer assez simples. Je peux vous donner juste un exemple avec de l'intelligence artificielle dans le tourisme. Vous avez un territoire que moi je connais très bien, vu que je viens souvent sur votre territoire, parce que je fais et du ski et du vélo. Donc, si vous voulez, ça fait beaucoup de choses pour se trimballer par chez vous. C'est un territoire extrêmement riche, par exemple. Il y a énormément de choses sur ce territoire. On pourrait très très bien imaginer un site internet qui, lorsqu'un visiteur arrive sur le site internet de la destination à ce moment-là, ben, que ce site internet soit capable de remonter sur cet utilisateur, de détecter ce qu'il n'aime pas, ce qu'il a cherché dernièrement sur internet, ce à quoi il s'intéresse le plus, etc. Et que le site internet de la destination, instantanément, s'adapte à cette personne-là, lui mettant plutôt en avant instantanément des choses qui l'intéressent, sur lesquelles on sait qu'il a de l'intérêt, de l'attrait, des passions, des choses comme ça. Ce qu'on appelle un site fluide, un site adaptatif, c'est-à-dire un site qui a la capacité de détecter, de s'adapter à une personne. Cette technologie-là, ce n'est pas du tout de la science-fiction, hein, c'est une technologie qui fait appel à l'utilisation des big data et de l'intelligence artificielle sur un site web. Ce n'est pas très compliqué à mettre en place. Le plus compliqué, c'est d'avoir accès, c'est d'avoir des gens qui ont beaucoup de data. Or, maintenant, on a tous des data de partout, publics, donc on peut très bien aller chercher ça. Vous avez des sites Internet qui le font déjà. Les logos qu'il y a tout en haut de l'écran, ils le font très bien. Hein, Amazon, c'est typiquement ça. Hein, je veux dire, si vous avez votre époux ou votre épouse pas loin de vous, là, vous lui dites, prends ton téléphone, moi je le prends aussi, on va tous les deux sur Amazon, là, maintenant, en même temps. Vous allez tous les deux sur Amazon et vous regardez votre écran. Et vous allez voir que vous n'aurez pas du tout la même chose sur votre écran. Ben oui, parce que vous avez face à vous quelqu'un qui a mis en place un site avec de l'intelligence artificielle, dont un site extrêmement adaptatif. Euh, c'est un exemple parmi plein d'autres choses qu'on peut faire avec ces technologies-là. Donc retenez une chose sur ces chocs technologiques, c'est qu'ils sont là. Nous, dans nos métiers, la technologie, ce n'est pas forcément notre truc. Moi, je vous en ai parlé là pendant 5-10 minutes. Vous pouvez imaginer que je suis un passionné de technologie. Pas du tout, je m'en fous complètement. La seule chose qui m'intéresse dans ces outils-là, c'est est-ce qu'ils facilitent le trajet entre un client potentiel et une offre touristique. Si la réponse est oui, ces outils m'intéressent. Si la réponse est non, ces outils ne m'intéressent pas. Donc, je pense que c'est une vision qu'il faut avoir par rapport à ces outils technologiques qui ne sont jamais une solution en soi, mais ils peuvent être un moyen extrêmement intéressant d'optimiser le parcours d'un client potentiel. Et puis, on a dans les chocs, là, si on finit sur ces idées de choc, on a parlé rapidement du choc sociologique, hein, avec l'évolution des gens, tout ça. Puis là, le choc technologique qui ne s'arrête jamais avec toutes ces technos. Et puis, bien sûr, on a un choc qu'on vit depuis quasiment du coup 1 an maintenant. Pas tout à fait, mais le temps passe vite. Ça va vite faire 1 an qu'on vit ce choc. C'est le choc autour de la pandémie. Donc, normalement, j'espère que tout ce que je vous ai dit là précédemment, vous vous dites, bah ouais, c'est bon, je le sais ça. Les gens, ils évoluent, la techno évolue. J'espère que vous vous dites ça. C'est top si vous vous dites ça. C'est-à-dire que vous êtes dans le bon move, on va dire. Vous êtes dans la bonne logique. Après, il y a un truc, ce que j'ai marqué là, c'est on peut avoir conscience de certaines choses et puis se dire, ouais, bon, mais ça va, ok, les choses évoluent, tout ça bouge, mais bon, moi, ça va toujours, hein, donc ça va, je ne vais pas non plus me mettre à la rate au courbouillon, on vient de la révolution chez moi, tant que ça va, quoi.
Sauf que tant que ça va, sauf qu'à un moment donné, ça ne va plus. Et la pandémie, dans le tourisme, elle a un effet, on appelle ça un effet catalyseur. C'est-à-dire qu'il y a certaines choses que cette saleté de pandémie exacerbe beaucoup et accélère dans la prise de conscience, dans les envies, dans les besoins. Et il va falloir en tenir compte. On est en train de vivre une crise très forte, ce n'est pas la première fois qu'on vit une crise. Des crises, il y en a eu plein, économiques, sociales, des guerres. Ce que je vais vous mettre à l'écran maintenant, ce n'est pas de moi, c'est une synthèse de travaux de sociologues sur comment on réagit face à une crise et comment, quand on a quelque chose à mettre sur le marché, il est important de se positionner par rapport à une crise. Il y a 3 phases en fait qu'on va vivre. La première phase, on est en train de la vivre là actuellement depuis quasiment un an, c'est ce qu'on appelle la phase de recentrage. Le recentrage, c'est voilà, on vit une crise. Il se passe un truc plus ou moins grave. Là, en l'occurrence, c'est quand même une grosse crise. Et ça impacte quoi? Il se passe des choses. Les gens se recentrent sur des choses, soit parce que vitalement, il faut qu'ils le fassent, soit parce qu'on les oblige alors, à le faire, à se recentrer sur certaines choses, avec des interdictions voilà, vous voulez voyager? Non, vous ne voyagez plus. Vous voulez aller faire la fête? Non. Vous voulez aller manger au resto? Non. Etc., etc. Donc ça, c'est des interdictions, des blocages. Je n'ai pas d'avis là-dessus, c'est un constat. Et derrière, il se passe des choses dans cette phase de recentrage. La prudence économique, on la ressent beaucoup. L'année 2020 a battu des records en France sur l'épargne des Français, par exemple. On n'a jamais autant thésaurisé de pognon qu'en 2020. Prudence économique. Et puis, d'autres choses, vous voyez, dessous, qui apparaissent, qui sont pour nous importantes dans le tourisme, qui recherchent de nouvelles trucs, quoi. De nouveaux sens à donner aux choses, nouvelles valeurs. Il se passe des trucs quand on est en phase de recentrage. Et nous, dans le tourisme, on a des mots comme ça qui sont apparus, qui sont mis à prendre de l'importance tout d'un coup. La proximité, la santé, la liberté, l'environnement. C'est des mots, vous le sentez très bien si vous êtes des pros du tourisme. J'imagine que vous avez peut-être fait une très bonne saison estivale 2020, je l'espère pour vous, parce que vous avez peut-être pu mettre en avant des choses comme ça. Et ça, c'est très très vite en phase de recentrage, inventer de nouvelles choses, inventer de nouveaux produits, de nouveaux services, etc. etc. Typiquement, c'est un restaurateur qui va tout d'un coup inventer de nouveaux services. Il ne peut plus ouvrir son restaurant, il fait quoi? Il peut inventer de nouvelles choses. Il peut se mettre à faire du service à domicile, il peut se mettre à ouvrir son restaurant, il peut se mettre à voir avec tous ses fournisseurs s'il ne peut pas faire bénéficier ses clients habituels des fournisseurs des produits locaux qu'il a l'habitude de travailler, etc. etc. Ça, c'est la phase de recentrage. Et on y est en plein actuellement dans le tourisme. C'est tout ce qui conduit des professionnels du tourisme à se poser des questions sur est-ce qu'il faut que je modifie mon produit, est-ce qu'il faut que j'accepte le télétravail chez moi alors que je suis un hôtelier, est-ce qu'il faut que... Toute cette masse de choses-là. Et tant qu'on est dans la crise, on y est dans cette phase-là. Et on y est toujours actuellement. Ensuite, la phase qu'on va vivre juste après, c'est ce qu'on appelle la phase de rattrapage. Et la phase de rattrapage, ce n'est pas une phase qu'on vit quand ça va un peu mieux. Hein. C'est une phase que l'on vit une fois que la crise est finie. C'est-à-dire le jour où on va pouvoir dire la Covid, j'en ai strictement rien à cirer. Quoi. Le jour où on peut dire ça, je m'en fous complètement, c'est fini. Quoi. Le jour où on peut dire ça, on passe, nous, sur le marché en phase de rattrapage. La phase du rattrapage, on appelle ça aussi la phase d'effervescence. On a beaucoup d'analyses là-dessus sur, à partir du moment où dans l'esprit de la société, cette crise sera terminée, il va y avoir une très grosse phase de rattrapage. La phase de rattrapage, c'est, par exemple, j'ai mis de l'argent de côté pendant un an, on m'a interdit de faire plein de choses, je vais rattraper, je vais faire des choses que je n'ai pas pu faire pendant un an. Donc, on aura très certainement, les Français, par exemple, qui sont des bons voyageurs, on aura certainement une grosse masse de Français qui vont très vite repartir, notamment pour vivre cette phase de rattrapage. Donc, très certainement, pour des destinations comme la vôtre, des concurrents qui peuvent être très loin et qui, pensez-y, souffrent énormément actuellement de la crise touristique et qui, à la sortie de la crise, vont mettre des moyens énormes pour attirer des clientèles. Donc, on va avoir certainement une phase de rattrapage avec une concurrence extrêmement forte, exacerbée, et on aura beaucoup de mal à garder des clientèles dans notre pays. Et puis la dernière phase dans une crise qui
qui est très très bien mise en avant par les études sociologiques, c'est ce qu'on appelle la phase de rééquilibrage. C'est-à-dire qu'après la phase d'effervescence, où il faut, voilà, je vous rappelle, hein, on m'a interdit de faire des trucs, ben, je vais y aller maintenant, quoi. Il y a ce qu'on appelle le rééquilibrage. Et ce qui est très intéressant dans l'analyse d'une phase de rééquilibrage, c'est que la phase de rééquilibrage dans une société, elle garde toujours des choses que l'on a vécues dans la première phase, dans la phase de recentrage au début. Certaines valeurs, certaines choses qu'on a vécues, certaines choses que la crise a obligé de vivre, a obligé de connaître, a obligé de toucher du doigt. C'est des choses qui restent tout d'un coup, qui laissent des traces plus ou moins fortes dans la consommation. Et ça, c'est intéressant pour nous dans le tourisme, parce que ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qu'on invente actuellement pour s'adapter très très vite à quelque chose qui resteront sans doute là. Et là, on va toucher des valeurs, on va toucher des choses de fond dans la société. Donc, je ne voulais pas trop vous embêter avec ces choses-là. De toute façon, vous aurez le support hein, si vous voulez reprendre ça à tête reposée ou si vous avez des problèmes de sommeil. Vous verrez, ça peut aider vachement aussi. Mais ce que vous avez à l'écran là, c'est vraiment quelque chose qui est très très bien analysé par énormément de sociologues. Une crise, il y a toujours ces trois phases-là. Il faut juste savoir bien se positionner dans chacune de ces phases-là, notamment nous quand on est des professionnels du tourisme. Et alors, je vous ai parlé d'enjeux, de valeurs, de trucs là, qui sont là et qui prennent de l'importance et que la crise catalyse et qui peuvent nous intéresser dans le tourisme. C'est quoi ces trucs-là? Il y en a 6 principalement qu'on voit sortir. Donc je vous parle là d'effets catalyseurs, hein, c'est-à-dire des choses qui étaient là un petit peu, plus ou moins, dans la société de consommation touristique et que cette crise pousse. Alors je vous les ai tous mis à l'écran d'un coup, là, si je les passe un par un, rapidement. La réalité de la prise de conscience écologique. Alors, la réalité de la prise de conscience écologique. Alors forcément, quand vous parlez de ça avec des jeunes qui ont entre 18 et 22, 23 ans, pour eux, c'est une évidence. Pour les gens de ma génération, par exemple, la conscience écologique, c'était surtout dans les discours à la télé et avant des élections. En fait, on n'en avait rien à foutre et on n'a jamais rien fait globalement, quoi. Là, il y a une réalité. Il y a une réalité parce qu'il y a une sensation que l'environnement et la santé, donc la survie, c'est intimement lié quelque part. Et donc, il y a de la prise de conscience là-dessus. Il y a une prise de conscience très forte, avec les principes de précaution, les volets sanitaires, par exemple, qui en ce moment sont au premier plan dans beaucoup de produits touristiques. En tout cas, pour chacun d'entre nous qui sommes des professionnels du tourisme, il y a ça à prendre en compte. Se dire, moi, avec mon camping, moi, sur mon territoire, quelle est la réalité de la prise de conscience écologique? Quelle est, où on en est là-dessus? Qu'est-ce que je fais, moi, dans mon camping là-dessus? Mais très concrètement, hein, pas juste me mettre un label à l'entrée en disant que je suis machin vert ou je ne sais pas quoi. Très concrètement. Parce qu'on a besoin d'être extrêmement concret et réel sur ce qu'on fait là-dessus, simplement parce qu'on a face à nous des clients qui sont de plus en plus dans le collaboratif. Je vous rappelle. Et que si on se met à dire qu'on est quelque chose alors qu'on ne l'est pas vraiment dans les faits, ben on se fait démonter derrière, quoi. Très fortement. Donc là, il y a quelque chose qu'il faut faire attention. La prise de conscience écologique, ce n'est pas de la com. Ça doit être de l'acte et ça doit être intégré finalement dans le produit touristique. La consommation plus rationnelle, alors c'est assez lié finalement avec le truc du dessus, forcément, ça va souvent de pair, mais la consommation plus rationnelle, c'est toutes les logiques à intégrer dans le tourisme autour de on fait un tourisme pour quoi? On fait un tourisme pour qui? Est-ce qu'on fait un tourisme qui profite aussi au territoire sur lequel il se développe? Est-ce qu'on développe beaucoup de circuits courts? Est-ce qu'on travaille sur l'économie circulaire ou pas? Et puis, c'est quoi les garanties? C'est quoi les valeurs? C'est quoi les valeurs que je défends avec mon produit touristique? Est-ce qu'il y a un certain sens, moi, dans ce que je fais? Est-ce que je suis là pour faire du pognon avec mon gîte ou il y a autre chose, finalement, derrière? Il y a toutes ces notions-là qui touchent d'ailleurs le troisième point dessous, hein, sur le recentrage sur des valeurs profondes de gens. On va avoir de plus en plus besoin dans le tourisme de montrer quelque part que si des gens viennent quelque part et qu'ils y dépensent du pognon, ce pognon, il sert à quoi? Alors, il sert à vous faire vivre, bien évidemment, mais pas que ça. Il sert à quoi? Il sert à quoi, globalement? Et là, sur les notions
d'impact sur les territoires, c'est très important d'aller travailler des choses comme ça. C'est des choses qu'on ne mettait absolument pas en avant. Hein. Franchement, pas grand intérêt d'un point de vue marketing, il y a ne serait-ce que 5 ans en arrière, de dire qu'on faisait attention, qu'on était un camping et qu'on faisait attention, par exemple, que son linge, il ne provienne pas, il n'est pas fait 4 fois le tour de la planète avant d'arriver dans les mobil-homes du camping. Quoi. Regardez pas ces choses-là. Se mets à regarder ces choses-là. Se mets à regarder. Tu fais attention à quoi dans ta chambre d'hôte? Les confitures que tu donnes, elles sont faites où? Elles viennent d'où? Alors, bien sûr, c'est des détails, sauf que des détails, vous commencez à mettre des petits détails à côté des petits détails et vous rajoutez des petits détails aux petits détails, et à la sortie, ça fait un énorme détail quoi, pour un client potentiel. Donc, il y a des choses vous allez voir, il y a des choses à travailler là-dessus, on va y aller juste après. Puis les effets catalyseurs de la pandémie, il y a la vie encore plus numérique. Alors, je vous ai parlé des outils technologiques juste avant, parce que c'est important, et je ne vais pas y revenir dessus. Mais la pandémie, elle a un effet catalyseur encore plus là-dessus. Il n'y a pas plus heureux de la pandémie que tous les prestataires de services qui vendent des outils numériques, qui vendent des outils. Et il se passe un truc incroyable avec cette pandémie, c'est que vous avez des millions de gens qui n'avaient jamais utilisé des outils numériques et qui se sont mis à les utiliser, parce qu'ils n'ont pas eu le choix de toute façon. Vous avez des millions de gens qui ont fait des téléconsultations médicales, qui ont vu leurs enfants ou leurs petits-enfants suivre des cours à distance, qui ont fait des courses en ligne, et qui ont vu que finalement ça se passait très bien, hein, que quand je commandais mon sopalin et ma lessive en ligne, le lendemain je l'avais devant la porte, ouais, ça marche aussi. Donc finalement, l'effet catalyseur sur les outils numériques, c'est qu'on va se retrouver avec des millions et des millions de gens qui n'avaient pas trop utilisé ces outils-là, etc., et qui les ont utilisés, et qui se sont vus que ça se passait plutôt pas mal, et qui donc, lorsqu'ils vont se tourner vers le tourisme, vont avoir naturellement une logique de continuer à utiliser ces outils-là. Donc ça a un effet catalyseur là-dessus. La vision et la place du travail, c'est également quelque chose qu'on ressent très fortement comme un effet catalyseur de la pandémie. Alors là, à deux niveaux, au niveau du marché et au niveau des entreprises. Au niveau du marché, d'abord, il peut se passer un truc très important pour nous dans le tourisme. C'est tout ce qui tourne autour du télétravail, du travail à distance, etc. Vous avez par exemple un groupe comme Total qui est en train de passer un accord chez Total pour que tous les salariés aient 2 jours de travail à distance par semaine. Pas que pendant la pandémie, hein, que ce soit acté dans la manière de travailler de l'entreprise. C'est également quelque chose qui est énormément dans l'air du temps de beaucoup du secteur tertiaire, finalement, le monde des assurances, énormément, vraiment beaucoup de secteurs qui touchent au tertiaire. Sauf que nous, en France, le tertiaire, c'est un pan de l'économie monstrueux. C'est des millions d'emplois. Et si jamais, d'ici 2-3 ans, on se retrouve avec des millions de salariés qui, toutes les semaines, ont 2 jours ou 3 jours à distance, il y a un vrai truc à réfléchir dans le tourisme. Parce qu'on va peut-être pouvoir proposer à des gens de venir télétravailler chez vous. Et d'enchaîner derrière en restant le week-end, par exemple. Mais il va falloir imaginer des choses, bien sûr. Il va falloir imaginer des services adaptés, il va falloir imaginer autre chose que passer sa journée à travailler. Je ne sais pas s'il faut faire ça. Mais en tout cas, quand on se projette dans le tourisme de demain, on se retrouve, oui, sur le marché, avec, toutes les semaines, des centaines de millions de nuitées de gens qui, potentiellement, peuvent faire quelque chose alors qu'ils ne pouvaient pas le faire avant. Avant, ils bossaient le lendemain, donc ils ne partaient pas. Et là, ils vont pouvoir choisir d'où travailler. Ça peut changer beaucoup de choses. Beaucoup de choses à réfléchir là-dessus sur la place du travail pour nous dans le tourisme. Je vous disais, là, le travail, il y a le côté demande et le côté entreprise. Dans les entreprises, alors là, pour les entreprises, pour les gens parmi vous qui gèrent des salariés, qui ont des équipes à gérer, etc., il y a un effet catalyseur de la pandémie sur la place, pour chaque personne, la place du travail dans sa vie. Là, il se passe quelque chose de très particulier où, par exemple, des gens de ma génération, si vous vouliez les garder dans votre boîte et si vous vouliez qu'ils s'investissent dans votre boîte, il fallait leur signer un CDI et leur garantir, entre guillemets, qu'ils auraient un salaire correct et que ce salaire, il augmenterait au fil du temps. Voilà, ça suffisait très bien à des gens de ma génération parce qu'on est une génération d'inquiets, on est une génération qui a grandi dans la crise, donc vous mettez ça en avant, tout va bien. Avec les nouvelles générations, maintenant, si vous voulez les garder dans votre entreprise, si vous voulez qu'ils s'y investissent, si vous voulez qu'ils vous apportent des idées, si vous voulez qu'ils soient là quand il y a une cata et qu'il faut vite réagir, si vous voulez qu'ils soient impliqués, etc., ça va être de moins en moins un CDI, ça me fout un petit peu, et ça va être de plus en plus, mais pourquoi je travaille là?
pourquoi ici? C'est quoi les valeurs? On revient aux valeurs. C'est quoi les valeurs de cette boîte? Pourquoi je me bats? Pourquoi je me battrais avec toi? Pourquoi on bosserait ensemble? Et on a de plus en plus de travail à faire là-dessus avec globalement la disparition petit à petit des modes de management assez pyramidaux avec le patron ou la patronne qui sait tout et qui décline en dessous avec des coups de bâton sur la tête. Ça marche de moins en moins. Et vous avez de plus en plus de logiques, on appelle ça les logiques de RSE, donc de responsabilité sociétale de l'entreprise. Donc, quelle est l'implication de l'entreprise dans son activité sur, on y revient, sur son territoire, sur son impact social, etc. Donc ça, c'est quelque chose qu'on ressent beaucoup aussi sur les effets de la pandémie. Et puis le dernier qui n'est pas cool du tout, et celui-là, il est là malheureusement, c'est un des effets induits de la pandémie avec lequel on fait malheureusement, c'est que ça se met à durer. Et plus ça dure, plus l'anxiété monte. Plus ça dure, plus on a d'entreprises qui sont en faillite, plus on a des gens qui ont de l'anxiété pour l'avenir, les enfants, etc. Ce qui est très mauvais pour n'importe quelle activité économique. Donc, le dernier en bas, il est là, il est bizarre, il est très embêtant. Et plus les mois passent, plus ce sera difficile, finalement, ensuite de reprendre le bon rythme, je dirais. Du coup, par rapport à tout ce que je viens de dire, qui ne sont pas, je vous rappelle, des avis personnels. Hein. Ce que je vous ai dit là, c'est vraiment pas ce que moi je pense. C'est des choses que l'on constate assez simplement lorsqu'on s'intéresse à notre industrie, au tourisme. À partir de là, OK, il y a de nouvelles choses. Ça bouge, il se passe des trucs. Les défis sont sur quoi? Les défis, j'ai choisi d'en développer 5 ou 6. Je ne me rappelle plus. Mais vous allez voir que ces défis, pour vous, en tant que professionnel du tourisme ou en tant que territoire touristique, c'est des défis qui sont importants parce qu'ils ont du poids sur le marché. Le premier défi, c'est le défi du tourisme sécurisant. Le tourisme sécurisant, c'est quelque chose qui est assez bizarre parce qu'on n'en parlait plus de la sécurité dans le tourisme. On ne disait plus à des gens, tu vas venir ici parce qu'ici c'est sécure. C'est quelque chose qui n'existait plus. Et pourtant, la sécurité, c'est toujours la base dans la décision touristique. Là, je vous ai mis à l'écran la pyramide du tourisme. C'est quelque chose que j'ai écrit il y a très longtemps maintenant et que je remonte de temps en temps, même si elle n'est pas jolie, je m'aperçois que les couleurs sont vraiment moches. La pyramide du tourisme, c'est quoi? C'est la logique qui veut que pour que le tourisme se développe quelque part et profite à tout le monde, ça doit s'appuyer sur des bases. Et petit à petit, on crée du tourisme sur ces bases-là. Alors, vous voyez, les bases, on a la sécurité en bas, après on a les infrastructures. On ne développe pas du tourisme quelque part s'il n'y a pas de route, s'il n'y a pas d'accès, s'il n'y a pas, etc. Et puis vous montez petit à petit. Les ressources naturelles. Ouais. C'est compliqué de développer du tourisme quelque part si vous êtes si vous êtes à côté de Tchernobyl, pensez à autre chose, si vous voulez. Hein, ça va être vite vu, hein, etc. Puis les ressources patrimoniales, et puis une fois qu'il y a tout ce ferment-là, il y a des entreprises qui peuvent se développer, puis etc. Ça, c'est la pyramide du tourisme. Et la pyramide du tourisme, elle s'appuie quand même sur la sécurité en bas. C'est toujours ça au départ, dans l'esprit des clientèles. C'est souvent inconscient, et jusqu'à il y a quelques mois, c'était devenu totalement inconscient. Mais vous avez des pays dans lesquels on n'a jamais réussi à développer le tourisme, alors qu'il y avait tout ce qu'il y a au-dessus de la pyramide à fond, mais il n'y avait pas la base. Vous en avez un, moi je connais bien autour de la Méditerranée, c'est l'Algérie par exemple, qui est un pays qui a un potentiel de développement touristique hallucinant, avec des ressources naturelles hallucinantes, avec des déserts, des plages, de la haute montagne, du pastoralisme, enfin, il y a tout dans ce pays, du thermalisme. Mais dans l'esprit des gens, il n'y a pas la sécurité. Donc il n'y a pas de tourisme. C'est aussi simple que ça. Et cette notion-là inconsciente de sécurité, la pandémie l'a remise au cœur. Du coup, il y a vraiment un gros enjeu pour vous à instiller dans vos produits, instiller sur vos territoires le fait que c'est sécure chez vous et que ça peut être une des raisons pour laquelle on choisit de venir chez vous.
Alors, le tourisme sécurisant, il s'appuie sur quoi? Je vous ai mis quelques trucs là. Il s'appuie bien évidemment sur la sécurité sanitaire actuellement. Alors, il faut faire attention à une chose, je pense que ce n'est pas l'alpha et l'oméga de la décision d'aller quelque part. C'est-à-dire, je vais pas choisir d'aller dans un gîte quelque part parce il me garantit que sanitairement, il fait ce qu'il faut. Par contre, s'il ne me le garantit pas, ça va manquer dans ma prise de décision. Donc, il y a ces logiques-là qui sont comme ça. On ne peut pas faire autrement actuellement. Ça doit être intégré. Vous devez être très attentif à ces choses-là. Très vite rassurer les gens, expliquer ce que vous faites de d'habitude, etc. Après, vous avez toutes les logiques autour du tourisme de masse, des lieux surfréquentés. Clairement, là, dans toutes les enquêtes que l'on a faites dans le tourisme ces derniers mois, c'est une notion très forte dans l'esprit des gens. Dès que vous mettez en avant que votre territoire, c'est un endroit qui n'est pas surfréquenté, c'est un endroit où il n'y a pas de tourisme de masse, c'est du plus, instantanément. Et sur les chiffres qu'on a actuellement du tourisme, dites-vous que l'année 2020, ça a été des records absolus sur des territoires comme le Cantal, la Haute-Vienne, la Lozère, ou quand vous parlez avec les professionnels de ces territoires-là, ils vous disent mais si j'avais eu 3 fois la capacité d'accueil, je remplissais 3 fois, quoi. Et c'est pas que ces territoires ils sont devenus tout d'un coup beaucoup plus beaux, beaucoup plus organisés, ou non, c'est juste que c'est des territoires qui instinctivement, comme ça, inconsciemment, instillent une sensation de tourisme sécurisant parce que pas du tout de tourisme de masse, pas de lieux surfréquentés, et puisque vous voyez dessous, de l'espace, on peut prendre le temps, il n'y a pas de speed, c'est la nature, c'est la liberté. Ça, tous ces termes-là sont des termes qui, instinctivement, dans l'esprit de la clientèle, revêtent une approche sécurisante, qui est importante actuellement dans le tourisme. Et puis, il y a un point qui est tout à fait en bas, que j'ai commencé à sentir en travaillant sur certains territoires, c'est la rassurance à apporter aux habitants aussi. Ne jamais oublier que le tourisme, ça consiste quand même à faire venir des gens qui ne sont pas d'un endroit, dans une zone, pour qu'ils aient dépensé le maximum d'argent possible et qu'ils soient très heureux en repartant d'avoir dépensé cet argent-là. Quand on arrive à faire ça, je vous rappelle qu'on fait du tourisme, quoi. Le problème, c'est que bien évidemment, on peut se retrouver sur des territoires où on a des habitants pour qui les touristes, c'est potentiellement, déjà avant, ça pouvait être de la nuisance, mais là, ça peut être de la nuisance et ça peut être aussi du danger de faire venir des milliers et des milliers de gens quelque part. Donc, il peut y avoir un enjeu dans le tourisme de demain à avoir beaucoup de médiation, à expliquer le tourisme. Vous êtes des professionnels du tourisme, donc c'est évident pour vous, mais dites-vous bien que 90% de la population ne comprend pas le tourisme, ne sait pas ce que c'est, pense que d'ailleurs, ce n'est même pas du travail, le tourisme, hein, ça se fait tout seul, hein, c'est évident. Il suffit d'être dans un endroit sympa, les gens viennent. Beaucoup de gens ne comprennent pas, par exemple, que dans un village, l'école, elle va rester ouverte parce qu'il y a du tourisme, en fait. Parce que comme il y a du tourisme, il y a des gîtes. Comme il y a des gîtes, ils font travailler des artisans. Et comme ils ont fait travailler le plombier, il a 3 gamins, il est resté. Le matin, il va à la boulangerie, il achète. Du coup, le boulanger, il est resté, etc. Cet effet induit du tourisme et la médiation à avoir autour du tourisme peut être un enjeu demain sur certains territoires auprès de certaines populations. Donc ça, c'est toutes les logiques autour du tourisme sécurisant et de tout ce qu'on peut développer pour donner cette sensation-là. Ensuite, il y a un défi très fort à relever autour du tourisme expérientiel. Le tourisme expérientiel, si je vous remets à l'écran la pyramide moche là, de tout à l'heure, c'est quoi cette bestiole? Alors là, vous avez la pyramide du tourisme, hein, vous vous rappelez, là, pour ceux qui écoutaient tout à l'heure, avec des bases, la sécurité, les infrastructures, les ressources naturelles, etc. En fait, cette pyramide, si on peut la découper en plusieurs zones. Le bas de la pyramide, c'est plutôt le territoire. Le territoire. Lorsqu'on travaille en marketing sur le territoire, on va dire à des gens, tu vas venir ici, je te propose de venir ici parce que je suis ça. Parce qu'ici, il y a des montagnes magnifiques, parce qu'ici, il y a des lacs incroyables, parce qu'ici, tu seras en sécurité, parce que ici, tu vas venir ici, parce qu'ici, c'est hyper bien desservi par des trains, des routes, des autoroutes, etc. etc. Le territoire, quoi.
Et pendant de très très nombreuses années, on s'est battu pour développer le tourisme en disant à des gens, vous allez venir ici parce qu'ici, il y a ça. La difficulté, c'est que des territoires aussi beaux que le vôtre, il y en a beaucoup, hein. Je peux vous dire qu'un Parisien qui veut aller dans un endroit qui ressemble au vôtre, il tape le pied d'un arbre en Europe et il y en a 200 qui tombent. Donc, pourquoi chez vous? Et là, on commence à monter dans la pyramide. Quand on commence à monter après dans la pyramide, on passe sur ce qu'on appelle l'offre touristique. Et on commence à répondre à des gens en disant, tu vas venir ici, certes, parce que c'est préservé, parce que c'est joli, parce qu'il y a beaucoup de sentiers de randonnée, parce que là, on va commencer à rentrer. Oui, mais parce que aussi, on a des hébergements de qualité, parce qu'aussi, on a développé des sentiers de randonnée, parce qu'aussi, on a une gastronomie hyper particulière, parce qu'on a des événements machin. Et là, c'est toute l'offre touristique. Et ça fait à peu près 30 ans qu'effectivement, on travaille beaucoup l'offre touristique, et notamment la qualité de l'offre. La qualité qui a été l'alpha et l'oméga du tourisme. Ça fait 30 ans qu'on vous dit qu'il faut faire attention à la qualité c'est hyper important, etc. Et c'est vrai. La difficulté, c'est que vous n'avez plus un endroit, en France par exemple, moi je me déplace partout en France, il n'y a plus un endroit où on ne m'explique pas quand j'arrive que j'ai la chance incroyable d'être dans un endroit où tout est de qualité, où on a des sentiers de randonnée balisés incroyables, et des centaines de kilomètres, et ceci et cela, et les hébergements, etc. etc. Et tant mieux. Mais la difficulté, c'est qu'en termes de marketing, c'est pourquoi je viendrai chez vous alors, parce que des trucs de qualité, il y en a partout. Donc, pourquoi je viendrai chez vous? Et là, vous commencez à aller taper, je vous rappelle que je vous parle du tourisme expérientiel, là, vous commencez à aller taper complètement le haut de la pyramide. Et le haut de la pyramide, c'est ce qu'on appelle l'expérience, justement. C'est le vécu. C'est qu'est-ce que vous créez en plus de l'offre sèche qui fera que je viendrai chez vous? Globalement, qu'est-ce que je raconterai à mes potes ou à mes copains ou à mes copines quand ils me diront, mais t'es allé où passer ta semaine de vacances de Pâques là? Je suis allé là-bas. Et alors, qu'est-ce que je vais dire? Je ne vais certainement pas dire, je suis allé dans un gîte, c'était merveilleux, la baignoire était aux normes. C'est bien sûr pas ça que je vais dire. Je vais dire, je ne sais rien, moi, on est parti avec un guide accompagnateur, le mec, on a fait une petite rando, et puis on s'est retrouvé dans une ferme, et l'agriculteur, il a fait traire les vaches aux enfants, c'était incroyable, quoi. Ça, c'est de l'expérience, en fait, c'est du vécu. Le problème, c'est que soit on laisse faire la nature et on espère que ça se fait tout seul, soit on se met à développer de l'offre touristique à l'échelle de son entreprise ou à l'échelle de son territoire qui aille dans cette logique-là. Ça, c'est un enjeu très, très fort. Et la pandémie exacerbe beaucoup ça. Le besoin des gens de vivre des choses, le besoin des gens de rencontrer des gens, le besoin des gens d'avoir du vécu, de partager des valeurs, de rencontrer, de vivre. Pensez-y vraiment beaucoup à ça. Je vous ai mis sur cet écran, là, on retrouve les générations dont j'ai parlé tout à l'heure, selon que vous vous baladiez de la gauche à la droite de l'écran. Et dessous, je vous ai mis dans les bandes orange qu'est-ce qui est important pour ces générations-là pour choisir d'aller quelque part. Et il y a une bascule très nette quand on s'intéresse aux générations, aux nouvelles générations, là, enfin les nouvelles qui ont quand même 35 balais maintenant, où on a de plus en plus de recherches de dire mais moi je vais là-bas parce que là-bas je vais faire ça, parce que là-bas on me propose de vivre ça. Et bien sûr je vais regarder que le territoire il est bien et que c'est de qualité, bien sûr que je vais le regarder. Mais ce n'est pas le déclencheur initial de ma décision. Le déclencheur initial de la décision, c'est ça. Et ça, c'est un enjeu hyper fort que la crise actuellement exacerbe beaucoup. C'est quelque chose qu'on sentait monter dans le tourisme. Mais là, on se le prend de plus en plus, quoi. Tous les gens qui arrivent à développer des produits comme ça se mettent à avoir beaucoup de demandes. Ils le vendent très, très bien. Alors, les produits expérientiels, ça peut être quoi? Je vous ai parlé, ça peut être du sport, ça peut être de la rencontre humaine, ça peut être des trucs complètement débiles, du style tu vas venir chez moi à côté de Bourdoisan parce que moi je te propose le défi pendant 4 jours de ne plus être connecté du tout, quoi. Et c'est pour ça que tu vas venir chez moi, parce que j'ai organisé quelque chose pour que tu sois totalement déconnecté. C'est toutes ces logiques autour du tourisme expérientiel. Et très souvent, quand on veut développer du tourisme expérientiel, on est obligé en tant que professionnel du tourisme d'aller rencontrer d'autres acteurs. Des acteurs du sport, des acteurs de l'agriculture, des acteurs de la culture, je ne sais rien. On est obligé de construire des produits qui soient plus riches et on ne sait pas faire, ou on n'a pas la compétence, ou ce n'est pas notre métier. Donc, c'est vraiment un défi très fort de se dire demain, globalement, demain, si j'ai un camping par exemple, ou si j'ai un gîte, et si je veux avoir des gens qui viennent dans mon gîte tout le temps, j'ai deux options.
Soit j'attends que sur mon territoire, il y ait le budget des États-Unis et qu'ils fassent des promotions hallucinantes qui vont coûter un pognon de dingo pour rapporter des clopinettes. Soit je monte des produits qui tournent autour de l'expérientiel et là, je sais que je vais aller chercher des gens. Je vais aller chercher des gens que je n'ai pas forcément l'habitude d'avoir d'ailleurs. Du coup, gardez en tête cette notion de transversalité, là, le travailler ensemble, qui n'est pas forcément habituel dans le tourisme et qui est un enjeu fort dans le tourisme de demain. Mélanger les métiers, mélanger les secteurs d'activité, etc. Et puis ne laissez pas faire la nature. Et faites les choses bien. Il y a des règles dans le tourisme dans notre pays, donc on ne peut pas faire n'importe quoi. Je veux dire par là que si je suis un hébergeur, par exemple, et que je monte un produit qui mixe avec mon hébergement de la restauration, des visites, des choses comme ça, il faut faire attention. Il y a des réglementations. Il ne faut pas faire n'importe quoi, n'importe comment. Mais on n'est pas là ce matin pour développer ça. Gardez en tête que ça peut être un point très intéressant à développer. Ensuite, il y a un défi aussi très fort à relever, c'est le défi qu'on appelle le tourisme éthique. Ça, c'est un défi. C'est d'ailleurs, quand vous en parlez avec la plupart des experts touristiques, ils vous disent, voilà, ben là, celui-là, là, ce truc-là, on touche là le cœur du développement touristique dans les 10 ans qui viennent. Arriver à développer du tourisme éthique. Pourquoi? Eh ben, parce qu'il se passe des trucs. Alors, je vous ai mis là des choses qui peuvent paraître bizarroïdes, mais oui, la honte de prendre l'avion, ce truc-là, qu'on aime beaucoup chez les jeunes générations. Le coût carbone des clientèles lointaines. Ah, le coût carbone des clientèles lointaines. Ça fait 30 ans que toutes les destinations touristiques se mesurent à leur efficacité, à leur capacité à faire venir chez eux des Japonais, des Russes, des machines, des trucs comme ça. Très bien. Sauf que si demain on s'engage sur un tourisme éthique, c'est-à-dire on s'engage sur un tourisme qui est respectueux de beaucoup de choses, et notamment de l'environnement. Et si on s'engage sur un tourisme qui met en avant le fait qu'il est respectueux de l'environnement, est-ce qu'il y a une logique à pousser des gens à faire 30 heures d'avion pour venir sur un territoire? Donc il va y avoir des questions très fortes à se poser là-dessus. Mais il y a un enjeu vraiment très important à se positionner par rapport au tourisme, à un tourisme plus éthique. Alors, je vous ai mis là des termes sur cette diapositive qui travaillent cette notion de tourisme éthique. Il y a quelque chose qui s'est beaucoup développé avec la crise et qui correspond bien à la manière de consommer d'ailleurs des nouvelles générations, qui est le tourisme de proximité. Donc, tourisme de proximité, donc un tourisme un peu toute l'année, un peu au dernier moment, etc. Mais par contre, le tourisme de proximité, oui, c'est un tourisme plus éthique. Parce que comme on va chercher des gens qui sont de moins loin, ce sont des gens qui sont globalement du même territoire que vous, on va dire, peu ou prou, et donc ils vont être plus sensibles à beaucoup de choses sur ce territoire-là. Par contre, quand on va chercher des clientèles de proximité, alors là, il faut faire preuve d'énormément de changements dans sa tête. Parce que pourquoi quelqu'un qui habite à 1h30 de chez vous, il viendrait passer 3 jours dans votre hôtel ou dans votre camping? Vous n'allez pas lui dire, viens ici, c'est magnifique, le territoire est beau, il y a des forêts magnifiques. Le mec, il le sait peut-être mieux que vous. Il habite pas très loin depuis peut-être très longtemps. Alors pourquoi il viendrait là? Et quand on se met à travailler les clientèles de proximité, on change complètement de logique dans le tourisme, c'est-à-dire il faut arrêter avec ces clientèles-là de mettre en avant des choses qu'on mettait plutôt en avant pour des clientèles plus lointaines. Et on va retomber d'ailleurs très très vite dans le tourisme qu'on a vu juste avant, qui est le tourisme expérientiel. C'est-à-dire on va être obligé d'inventer des choses pour répondre à la question, mais pourquoi tu vas venir chez moi? Pourquoi là, chez moi ce week-end? Eh bien parce que là, il se passe un truc. On a organisé quelque chose, où il y a un événementiel très très fort avec les clientèles de proximité, notamment tous les événementiels culturels ou les événementiels sportifs. Ça, c'est vraiment cette notion de tourisme éthique. Eh ben, ça a des effets induits. Par exemple, la clientèle de proximité, qui elle-même a d'autres effets induits. Et puis, vous voyez les choses que j'ai rapidement évoquées tout à l'heure, avec beaucoup de transparence, beaucoup de travail à faire sur les circuits courts, sur l'économie circulaire, qu'on n'a pas forcément encore beaucoup intégré dans le tourisme. Moi, je connais beaucoup de professionnels du tourisme qui, lorsqu'on prend leurs produits et qu'on décortique tout, il y a déjà pas mal de choses là-dessus, sauf qu'ils ne l'ont jamais finalement mis en avant. Ça se fait peut-être un peu comme ça, au fil du temps, naturellement. Or, c'est vraiment des choses qu'on peut vraiment beaucoup plus travailler, beaucoup plus mettre en avant, beaucoup plus intensifier dans les entreprises touristiques.
cette logique de l'intégration du circuit court local dans le tourisme, ça contribue beaucoup aussi à améliorer l'effet de médiation que j'évoquais tout à l'heure dans le tourisme. C'est-à-dire que plus on arrive à intégrer dans son activité des gens qui peuvent être, je sais pas moi, un mec qui est plutôt responsable d'une association sportive, ou qui fait du yoga, ou qui est un agriculteur, ou qui fait du lait de chèvre, plus on va chercher des gens comme ça, plus on travaille avec eux des choses, plus ils comprennent l'impact positif que peut avoir le tourisme, et plus ils s'éloignent de la notion de parasite du tourisme. Bref, c'est notion de tourisme éthique. S'il y a des questions tout à l'heure, on pourra y revenir dessus, mais c'est vraiment un enjeu très important à intégrer dans ces produits, dans la manière que l'on a de se présenter sur le marché. Pensez-y. Si tu vas venir chez moi, voilà, moi c'est ça mon activité, je te propose ça, tu vas me donner du pognon pour faire ça, mais ici, moi j'ai des valeurs. On ne fait pas n'importe quoi, n'importe comment. Il y a des choses qui sont très importantes pour nous. Et sous-entendu, c'est aussi pour ça que tu me choisis et que tu vas nous donner de l'argent à nous pour venir passer cette semaine ici. Parce que nous, on s'est engagé à ça, parce qu'on travaille avec ces gens-là, parce que ça, etc., etc. Toute cette logique d'éthique. Ensuite, et j'aurais quasiment fini avec tous ces défis, il y a un défi qui peut être un coup à jouer intéressant aussi, c'est le tourisme tribal. Alors, le tourisme tribal, c'est les regroupements, hein. Le tourisme tribal, c'est les regroupements familiaux, les regroupements entre amis. Alors là, il y a beaucoup de choses à travailler là-dessus. Beaucoup de choses, pourquoi? Alors déjà, là, il y a l'opportunité, on va dire, conjoncturelle avec la crise, la pandémie. Je vous rappelle que je vous ai évoqué tout à l'heure rapidement les 3 phases d'une crise, la phase sur laquelle on est actuellement. Et après, on a la phase de rattrapage, vous savez, la phase d'effervescence. On sait très bien, et on l'a vécu l'été dernier, que dès qu'on lâche un petit peu la pression, qu'on relâche les règles, je dirais, ça repart très vite, quoi. Et le besoin de se retrouver, le besoin de recomposer les familles, le besoin de recomposer les groupes, le besoin de se retrouver entre amis, etc., va être extrêmement fort. Du coup, ça fait quelques années déjà que dans le tourisme, on dit à des hébergeurs ah ben vous avez un hébergement de grande capacité, eh ben, bien heureux à vous, hein. C'est top, quoi. On en manque énormément. Eh bien, je peux vous dire qu'on n'a pas fini d'en manquer énormément. Et là, il y a vraiment des vraies questions à se poser sur comment on va faire pour répondre à cette demande qui va être énorme de tourisme tribal. Et donc, conjoncturellement, par rapport à la crise, mais aussi, je dirais, générationnellement, pensez que la génération Y qui arrive à maturité sur le marché actuellement, ben, la génération Y, c'est les enfants de la génération X, donc les cinquantenaires actuellement. Et la génération X, c'est la génération où il y a le plus de divorces. Ce qui veut dire que quand vous avez toutes ces générations Y qui font des regroupements familiaux et que vous demandez à leurs enfants, par exemple, combien il y a de grands-parents, vous êtes parfois très étonné du nombre qui vous sortent de grands-parents, parce que des fois, ils en ont 6, des fois, ils en ont 8, parfois, ils en ont 4. Et du coup, quand on fait des regroupements familiaux, ça peut prendre des proportions assez bizarres, des fois. Beaucoup de choses à inventer au niveau de l'offre là-dessus, dans les hébergements. Moi, je commence à voir des campings, par exemple, qui réfléchissent à la mise en place de mini-quartiers à mettre en place au moment, si vous voulez, avec les réseaux adaptés dessous, etc., pour que tout d'un coup, par exemple, une famille de 20 personnes puisse se retrouver dans 5 mobil-homes qui sont mis dans une zone séparée des autres, avec un endroit partagé au milieu pour toujours rajouter aussi cette notion de sécurisation. Rappelez-vous, le tourisme sécurisant. Et il y a plein de choses à inventer là-dessus, au niveau de l'offre, au niveau de privatisation de lieux, je pense notamment aux lieux de visite, qui ont beaucoup de trucs à inventer pour répondre à cette demande de tourisme tribal. Je vous ai même marqué les modes de paiement, d'ailleurs. Parce que ce n'est pas tout d'accueillir des groupes, mais quand on accueille des groupes, il y a un moment, il faut bien qu'ils payent. Alors là, quand il faut payer et que vous êtes 17 ou 18, soit c'est le sketch de Muriel Robin au resto, c'est une possibilité, c'est une expérience à vivre aussi, hein. Soit vous mettez en place des outils pour que le groupe puisse se payer facilement. Alors là, on en revient aux outils technologiques qu'on a évoqués tout à l'heure. Il y a des modes de paiement partagés ou collaboratifs qui existent déjà. Je vous ai mis ShareGroup là, par exemple. Il y en a d'autres. Ce sont des outils qui permettent à des gîtes qui se sont regroupés, par exemple, pour proposer un produit groupe,
à des gens de payer. Quand je vous parle de gîtes qui se sont regroupés, je pense à des territoires ruraux où j'ai vu dans des villages des propriétaires de gîtes, donc 4 ou 5 propriétaires de gîtes qui avaient chacun, et qui ont d'ailleurs chacun un gîte, et qui sont donc concurrents, on peut dire, les uns des autres, qui n'ont pas hésité pour répondre à des demandes parfois de groupes, de proposer de l'hébergement commun, c'est-à-dire de proposer un produit commun, c'est-à-dire de dire à des gens, ben, vous venez dans notre village, la petite salle des fêtes là au milieu du village, enfin, salle des fêtes, je m'entends, c'est souvent une petite salle communale sympa avec un four à pain à l'ancienne, etc. Ben, elle est à votre disposition et les hébergements, c'est nos 5 gîtes par exemple. Et on peut vous accueillir dans le village. Oui, vous êtes 20. Alors le village, c'est souvent des petits hameaux, des trucs comme ça, mais ça marche. Après, le problème du paiement, etc., qui vient. Bref, beaucoup de choses à inventer par rapport à ce défi du tourisme tribal qui, qui, qui a vraiment un truc là. Il y a vraiment un truc à jouer sur certains territoires. Alors bien sûr, plus on est proche d'agglomérations importantes, plus il y a du ferment, je dirais, à aller travailler. Ouais, dernier défi. Alors je le remets celui-là parce que malheureusement celui-là, il est là quand même. Ce défi du tourisme digital, là, il revient. Le tourisme digital, ça revient. Et je ne vais pas faire à des caisses là-dessus, mais qui que vous soyez, quel que soit votre métier, euh, vous devez avoir vraiment en tête qu'est-ce que vous avez en place comme outil sur toute la chaîne. Comment on vous connaît, qu'est-ce que vous mettez en place comme communication, comment vous commercialisez, comment on paye, comment vous gérez la relation client, comment vous gérez la satisfaction des gens derrière. Sur toutes ces chaînes-là, il y a très très certainement intérêt à aller développer de l'outil numérique sur ces chaînes-là. Alors je vous ai mis dessous, bien sûr que ça pose des questions, ça pose des problèmes, ça interroge sur pas mal de choses. Bien évidemment, lorsqu'on a le défi du tourisme numérique, la connectivité des territoires devient très importante. On s'aperçoit par exemple qu'une des choses qui fait le plus consommer les touristes lorsqu'ils sont sur un territoire, c'est l'information qui leur arrive. Donc, typiquement, vous allez avoir des gens, ils sont en séjour quelque part, et la chose qu'il fera, qu'ils iront visiter truc, ou qu'ils passeront un jour de plus finalement, parce ils savent que demain ils pourront faire ci, ils pourront faire ça, c'est l'information, c'est ce qu'on va arriver à mettre en place comme dispositif d'information pour que l'information leur arrive directement à eux. Comportement très différent de eux-mêmes vont aller chercher de l'information quelque part. Or, pour développer des outils qui détectent des gens, les sélectionnent et leur envoient de l'information avec des idées de choses à faire, par exemple, eh ben, il faut des outils technologiques, ça existe, hein, mais il faut avoir de la connexion sur les territoires, bien évidemment. Donc, ça pose beaucoup de problèmes. Il y a certainement, c'est pour ça qu'on appelle ça un défi encore. On est dans un pays où le développement numérique est quand même assez faible, pas très bon, et du coup, ça peut poser des problèmes. Dans les productions de contenu, je vous ai mis et puis vraiment un enjeu très très fort sur la facilitation des process d'achat et de réserve en ligne. Ça, c'est vraiment un enjeu très très fort. C'est quelque chose qu'on a connu dans les hébergements il y a une dizaine d'années. Il y a une dizaine d'années, on disait aux hébergeurs touristiques, il faut absolument que vous développiez de la réserve en ligne, sinon vous allez sortir du marché. Je pense qu'on avait raison d'insister très fortement là-dessus. Là, actuellement, c'est toujours vrai pour les hébergeurs, mais ça devient de plus en plus vrai pour tous les autres secteurs du tourisme. Tous les prestataires d'activités, activités de pleine nature, les sites touristiques, les sites de visite, les sites d'agritourisme, etc. Tout ce secteur-là, sur lequel on n'a pas encore énormément développé, les billetteries, les réserves en ligne, les choses comme ça devient un enjeu très très fort pour eux, principalement parce qu'on a ce changement de clientèle. Et puis le dernier défi, hop là, je regarde l'heure un petit peu, je vous ai dit 1h15, j'essaie de tenir, vous allez voir. Le dernier défi, on en parlait tout à l'heure, c'est le défi du tourisme et du travail. Avec la pandémie, on a un changement très très fort dans l'esprit des gens, à la fois sur leur manière de travailler, malheureusement, et puis un changement très fort de la place du travail dans sa vie. Du coup, pour la clientèle, il y a cette logique-là du télétravail. Je ne sais pas si vous avez vu, mais vous avez le groupe Pierre et Vacances, par exemple, qui, ça y est, ils ont sorti leur offre venez télétravailler chez nous, par exemple. C'est-à-dire la raison du fait que tu vas venir passer 4 jours dans une résidence de tourisme Pierre et Vacances, c'est pour venir télétravailler. Alors, tu ne vas pas faire que travailler, on a prévu des trucs autour, mais c'est ça. Je connais une petite résidence de tourisme dans les Pyrénées aussi, dans une station de montagne qui n'est pas très très loin de Lourdes, Tarbes, etc. Pareil, le mec,
Le mec est en train de développer énormément de produits autour du télétravail pour pousser des gens à venir passer la fin de semaine dans son établissement et éventuellement rester le week-end, etc. Donc, du coup, il réfléchit. Alors, ça veut dire qu'autour de ça, il faut avoir des offres. Il ne faut pas juste dire, tu peux venir télétravailler dans mon gîte. Il faut qu'il y ait de la connexion, forcément, et bonne. Et puis, il faut imaginer d'autres services autour. Quelqu'un qui va venir télétravailler, il faut peut-être lui trouver une solution pour qu'il puisse manger sans avoir à passer du temps à faire des courses. Donc, vous avez des gîtes, par exemple, qui commencent à proposer des options frigo plein à l'arrivée, avec les gens qui font les courses en ligne sur un compte qui est dédié aux propriétaires de gîtes. Le gîte récupère les courses et quand les gens arrivent, le frigo est plein avec les courses qu'ils ont déjà achetées en ligne. Comme ça, ils n'ont pas les courses à faire. Et ils peuvent concentrer leur temps sur un coup télétravailler, un coup faire autre chose à côté. Enfin, etc. L'offre de télétravail, à mon avis, ce n'est pas l'alpha et l'oméga du tourisme. Ça peut être, dans certains cas, une opportunité intéressante, selon ce que l'on est, selon l'endroit où on est situé, etc., etc. Et puis, c'est logique, là, dans les entreprises, dans les gens qui ont à gérer du personnel, c'est logique de responsabilité sociétale de l'entreprise, dans la RSE. La logique, l'enjeu même, je dirais, pour beaucoup d'entreprises, d'arriver à mettre en place en interne des actions concrètes sur qu'est-ce que je fais d'un point de vue environnemental, qu'est-ce que je fais d'un point de vue social dans mon entreprise, qu'est-ce que je fais d'un point de vue retombée économique sur mon territoire, c'est quoi les valeurs que je défends. Il y a vraiment un vrai travail à faire là-dessus pour avoir cette réponse à la question de ce qu'on appelle le why dans une entreprise, c'est mais pourquoi je travaillerai ici, quoi. Qui est une question fondamentale lorsqu'on veut fidéliser des salariés maintenant, notamment des jeunes, lorsqu'on veut qu'ils nous aident, lorsqu'on veut aller chercher des saisonniers même. C'est des choses qui sont assez bizarres, mais qui sont assez bizarres pour des gens d'une génération pour qui la valeur fondamentale, c'était le travail et le salaire. Il faut bien se dire une chose, c'est qu'on est en train de parler à des gens pour qui la valeur fondamentale n'est pas le travail et le salaire. Ça veut dire que ce n'est pas important, ça veut dire que ce n'est pas la valeur fondamentale. La valeur fondamentale, c'est de vivre, c'est d'être fidèle à certaines choses, c'est de faire des choses qui servent à quelque chose. Je peux tout à fait être serveur dans un resto et servir à quelque chose. Si je suis dans un resto où on respecte plein de trucs, de l'égalité, du respect, etc. Si vous avez des questions là-dessus, on pourra y revenir. Du coup, pour finir, et très rapidement, et je vais prendre vos questions, on a beaucoup de... je vous ai mis une balance là, parce que c'est les deux grandes philosophies là, quand on parle entre pro du tourisme. On se dit, bon, mais comment ça va tourner après, une fois que ça sera fini, tout ça. Et puis, pas que ça. Avec le réchauffement climatique, avec ces nouvelles générations là, qui sont hyper bizarres, qui regardent des choses qu'on ne regardait pas du tout avant. Bon, vous avez en gros une grosse partie qui vous dit bon, ça sera plus comme avant. C'est pas possible. Il y a trop de choses qui bougent, trop de choses de fond. On ne pourra plus vendre du tourisme comme on l'a fait avant. On ne pourra plus rester sur le même type de produit. On ne pourra plus rester sur le même type d'arguments à mettre en avant. Il va falloir aller chercher de nouvelles choses, il va falloir travailler de nouvelles valeurs, il va falloir travailler, et on va retomber sur des notions d'éthique, sur des notions de respect, sur des notions d'implication des acteurs touristiques sur leur territoire, etc. etc. Et puis vous avez une autre grosse philosophie qui dit, mais tout ça c'est de la connerie, ça va repartir comme avant. Les jeunes, ils vont vieillir et ils deviendront aussi bêtes que les vieux, ou inversement. Donc, ça ne sert à rien de se poser toutes ces questions-là. De toute façon, des gens qui viendront ici, il y en aura tout le temps, ils se battront tout le temps pour venir, etc. Donc, je vous le dis parce qu'on a clairement ces deux philosophies, je dirais presque, qu'on entend très très souvent quand on discute, soit nous, entre professionnels, entre consultants, je veux dire, mais quand on discute aussi avec des professionnels du tourisme. Alors, je ne vous cache pas que là, j'ai fait volontairement pencher la balance d'un côté pour moi. Mais ça, c'est mon avis personnel. C'est la seule fois où je donnerai plutôt mon avis personnel, mais je pense que vous l'aurez senti depuis que je vous parle, depuis tout à l'heure. Moi, je pense que il va y avoir des traces, hein, il y en a déjà, et il faudra être malin pour bien les travailler et bien développer derrière de l'offre et des produits touristiques qui collent à ces nouvelles traces qui vont être importantes.
Moi, j'ai pas mal de mes clients, par exemple, qui sont des restaurateurs, des hôteliers restaurateurs. Euh, je ne vous cache pas qu'actuellement, quand vous êtes restaurateur, c'est très compliqué, quoi. Ça devient même compliqué psychologiquement, parce qu'on vous interdit de faire votre métier. Mais on se pose beaucoup de questions quand on est restaurateur sur ces choses-là, sur qu'est-ce qui bouge, qu'est-ce qui va changer, qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse évoluer demain. Mais il y a beaucoup de questions à se poser, il y a beaucoup de possibilités. Vous avez vu qu'il y a le guide Michelin qui est paru il y a 10 jours, là, une semaine, 10 jours. C'est la première fois qu'il y a un restaurant vegan qui est étoilé au guide Michelin. Un restaurant vegan au guide Michelin. C'est quelque chose quand même, ça. Il fallait y aller, quoi. Mais c'est symptomatique de changement, de choses importantes. Donc, je voulais juste finir cette mini-conférence là avec une image qui soit un peu sympa. Je pense que ce qui est intéressant, que vous soyez là ce matin, c'est parce que c'est plutôt être dans cet état d'esprit du ce petit là, quoi. C'est de se dire bon, ben voilà, c'est un peu la galère. Il y a beaucoup de flou. Je ne sais pas si mon avion il va s'envoler, s'il va partir à gauche ou s'il va partir à droite. Mais c'est sûr que si je n'essaie pas d'en construire un, il partira nulle part, quoi. Donc, se poser les bonnes questions, essayer de trouver les meilleures pistes, hein, qui vous correspondent. Il n'y a pas de règle dans le tourisme. Ce qui marche quelque part ne marche pas ailleurs. Ce qui marche pour une entreprise ne marche pas pour une autre. C'est une des spécificités très fortes du tourisme. Vous êtes tous différents, vous avez tous des visions différentes, vous avez tous des manières de travailler différentes, vous avez tous des objectifs différents avec votre activité touristique. Du coup, les solutions, rien ne s'applique de la même manière aux uns et aux autres, et personne n'a la même solution pour s'adapter au tourisme de demain. Voilà. Écoutez, du coup, j'ai tenu la bonne heure et quart. Est-ce que vous avez... Alors, est-ce qu'il y a eu des questions qui sont remontées sur le chat? Est-ce que vous avez des remarques? Dites-moi. Dites-moi. Je vais couper le partage d'écran, ça ne vous gêne pas? Non, c'est bon. Il y a une question qui vient d'arriver, Vivian, du coup, dans le chat. C'est la première. Hop, du coup, ça a bougé. Alors, pensez-vous que les gens vont être demandeurs de digitalisation en restauration, sur des flashcodes, ce genre de choses, même en campagne? Ouais, alors bon, flashcode, je ne sais pas. Alors, flashcode, j'aime pas trop, hein. Le terme flashcode, déjà, flashcode, c'est franco-français, le flashcode, hein, c'était inventé par Orange, on dit QR code plutôt, quand on s'intéresse. Vous savez, c'est les trucs carrés là, qu'on scanne avec le téléphone pour que ça renvoie sur une information. Comme c'est le code barre, mais à l'asiatique, quoi. C'est la digitalisation dans les restaurants, ça passe déjà par quoi? Ça passe déjà par la réservation en ligne. Vous avez beaucoup, dans les grandes villes, par exemple, ça devient très rare maintenant de ne pas trouver un restaurant où on ne réserve pas d'abord en ligne pour savoir si on a une table ou pas, quoi. Donc ça, c'est un des premiers services de digitalisation à réfléchir dans un restaurant. Après, ce qui est intéressant dans les outils de digitalisation dans les restaurants, c'est plutôt les renvois sur les produits qui marchent pas mal. Typiquement, ce que vous êtes en train de manger, vous pouvez l'acheter là aussi. L'agneau que vous mangez là, moi je l'achète, ils viennent de là, l'agneau, vous pouvez aller en acheter avec un QR code qui renvoie sur. Alors, il renvoie sur quoi? Toujours la difficulté, c'est qu'un QR code, ça renvoie forcément sur un outil digital, donc un support, quoi. Donc, il faut. Vous savez, vous êtes dans un restaurant, vous buvez une bouteille de vin, par exemple, et vous la trouvez super bonne. Bon, mais la première option, c'est que vous prenez la bouteille de vin, vous la regardez, vous essayez de mémoriser, de vous dire, il faudra que je m'en rappelle. Si vous avez bu un peu trop de vin, c'est déjà mort, hein, le truc. Deuxième option, vous prenez votre téléphone et vous prenez en photo la bouteille. Comme ça, au moins, dans votre téléphone, vous avez une trace. Encore faut-il s'en rappeler ensuite. Et dernière option, c'est que sur la bouteille, il y ait par exemple un QR code, oui. Et qu'avec votre téléphone, vous flashez le QR code et automatiquement, là, sur votre téléphone, vous vous retrouvez chez le propriétaire qui fait ce vin et qui vous propose, par exemple, d'en acheter 6 et de vous l'envoyer chez vous. Et là, ça devient très intéressant de mettre en place des outils de digitalisation parce que
Eh ben, parce qu'on fait progresser ce qu'on évoquait quand je parlais d'économie circulaire, de faire profiter du tourisme sur son territoire, etc. Après, franchement, pour un restaurant, il y a bien d'autres problèmes actuellement que les problèmes autour de la digitalisation de l'offre, hein. Alors, est-ce que je suis en train de, si vous voulez, je vois monter le chat, donc je prends les questions si vous voulez, comme vous me dites, hein, c'est comme. Alors, il y a une question sur que doit-on penser du tourisme ski par rapport au tourisme sécurisant ou au tourisme de masse. Ben, clairement, dans l'esprit des gens, oui, le ski, c'est du tourisme de masse tel qu'il est diffusé dans les images à la télé depuis 20 ans. Ça, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est les enquêtes de clientèle, quoi. C'est le tourisme, bah, oui, le tourisme de ski. Alors, quand on dit le tourisme de ski, j'imagine que vous parlez du ski à alpin, en station, voilà, c'est-à-dire je vais skier au Dôme aux Deux Alpes, c'est ça que vous êtes en train, j'imagine, d'évoquer. Ce ski-là n'a pas une bonne image dans la population en termes de sécurisation, quoi. C'est clairement du tourisme de masse. Après, le ski, ça peut se consommer de plein d'autres manières, et vous savez très bien actuellement qu'il y a énormément de stations qui ne savent plus quoi faire des gens, hein. Moi, je travaille avec le plateau de Beille dans les Pyrénées. C'est une station de ski l'espace nordique, hein. Ça fait 2 week-ends qu'ils sont obligés de fermer la route en bas de l'espace de Beille, hein, parce qu'il y a trop de monde, hein, sinon qui monte. Donc ça devient un peu bizarroïde le truc, là. Alors, il y a Nathalie qui dit « J'espère que Vivien a raison. » Ouh là là, je retiens ça, il faut dire ça à ma femme. Sur la philosophie qui va prendre le dessus. Donc, vous êtes sur les plateaux de la balance, Nathalie, je pense. Ouais. Mais vous dites le BAO continuera d'avoir son influence. Le BAO, c'est quoi, Nathalie, si vous pouvez me remettre sur le chat, qu'est-ce que vous entendez par le BAO? Vous avez parlé du BAO. Ou si quelqu'un peut m'éclairer, je ne sais pas ce que c'est le BAO. Pendant que vous répondez à ça, Nathalie, il y a Yann qui nous demande si les clientèles, ouais, les petits jeunes, là, les clientèles Z et Alpha, vont-elles consommer les mêmes produits dans 5 à 10 ans? Activité, hébergement, produits du terroir, etc. Alors, les alphas, quand on parle de la clientèle alpha, on ne connaît vraiment pas bien, Yann. Clientèle alpha, c'est 12 ans, quoi. On n'a pas de recul. Enfin, moi, je n'ai jamais lu d'études là-dessus, de choses comme ça. Donc, quand je ne sais pas, je dis que je ne sais pas. Les clientèles Z, par contre, ouais. Alors, les clientèles Z, en gros, ils sont majeurs, là. C'est 16, 20, 21, 22 ans, cette tranche-là. Là, par contre, on a des trucs. Non, ils ne vont pas consommer les mêmes produits. Surtout par rapport à ce que vous évoquez sur la restauration et les produits du terroir. C'est principalement sur ces choses-là qu'on a le plus de changements avec ces générations-là. Ce n'est pas tellement sur l'hébergement. Il faut bien un lit pour dormir. C'est pas tellement. Par contre, sur la bouffe, ce qu'on mange, il y a une très très forte adaptation à avoir sur ces générations-là. Clairement, ça c'est très fort. En gros, je vais vous dire un truc. Là, on est entre professionnels du tourisme, là, très bien. Si ce matin, on était entre boucher charcutier, je vous dirais, il faut qu'on bosse. Parce que dans 10 ans, les clientèles qui sont sur le marché, toutes les tendances, c'est qu'elles vont consommer entre 50 et 60% moins de protéines animales que nous. Donc, on fait quoi si on est boucher charcutier? Et ça, c'est lié notamment dans ces générations-là, à un point qui est très fort chez eux, qui est le respect, la notion de respect. Le respect, on a parlé du respect du territoire, de l'environnement, très bien, c'est très fort chez eux. C'est inculqué, c'est-à-dire, c'est même pas ils se posent la question, c'est très fort chez eux. Le respect homme-femme, par exemple, très fort dans ces générations-là. De base, respect homme-femme. Je vais bosser dans une entreprise, si cette entreprise ne met pas en avant des valeurs sur ça, si les femmes sont payées 20% de moins, si des conneries comme ça ne peut pas passer avec des générations comme ça. Et puis, il y a le respect animal, qui est très embêtant pour nous dans le tourisme, entre guillemets. La montée du respect animal, pour ces générations-là, ces jeunes générations, c'est très fort. Et alors, ça se retrouve dans leur manière de consommer les loisirs, hein.
vous verrez que dans 10 ans, si vous avez des grands parcs aquatiques qui vivent en tenant en captivité des dauphins et des orques, ils auront beaucoup de mal à rester ouverts. Mais ça passe aussi dans ce qu'on a dans l'assiette, le respect animal. Ça passe aussi dans ce qu'on a dans l'assiette. Et du coup, Yann, par rapport à votre question, la consommation de ces générations-là, dans les 5-10 ans qui viennent, c'est sur l'assiette qu'on a le plus d'impact. Donc, beaucoup de choses à inventer. Mais bon, on a toujours fait ça. Moi, j'avais une grand-mère qui tenait un restaurant dans les années 60, sur la côte méditerranéenne. Vous avez remarqué que j'ai l'accent un peu du sud. Hein. Voilà. C'est pas le sud du département, hein, c'est le sud vraiment, quoi. Il y a quelque temps, je suis retombé sur les menus. Vous savez qu'elle proposait aux gens à son restaurant, aux touristes l'été. Je pense qu'actuellement, il y a peu de gens qui passeraient l'entrée déjà, tellement c'était chargé en menu. Donc, on s'est toujours habitué à ça. Mais il y a une grosse évolution attendue sur la consommation au niveau de la bouffe. Or, la bouffe, c'est très important dans le tourisme. Je reviens à Nathalie qui nous disait le BAO. Vous vous souvenez, tout à l'heure, je lui ai dit, mais c'est quoi le BAO? Et Nathalie qui me dit, mais vraiment, vous êtes lamentable, le BAO, c'est le bouche à oreille. Eh bien oui, bien sûr, le BAO, c'est le bouche à oreille. Est-ce que le bouche à oreille continuera d'avoir son influence? Waouh, énorme le bouche à oreille et l'influence qu'il a. Dans les concepts de départ, je vous ai parlé du poids du collaboratif. Dieu sait que le collaboratif, un de ses vecteurs monstrueux, c'est le bouche à oreille, c'est-à-dire c'est la capacité des clientèles à dire ce qu'elles ont vécu, à dire ce qu'elles ont trouvé bien, à dire ce qu'elles ont trouvé pas bien, etc. Ça ne va qu'en s'exacerbant avec des clients de plus en plus connectés, de plus en plus partageurs, de plus en plus collaboratifs. Donc, le bouche à oreille continue très, très fortement à avoir son influence. Qu'est-ce qu'on a? Comment concilier data et environnement? Ah ben c'est Nathalie encore. Ah, attendez, j'ai sauté une question. Bon, je pense là, je reviens après sur les autres. Comment concilier data et environnement? Pas simple, hein, parce que vous savez que le numérique est un des premiers pollueurs. Si vous mettez bout à bout tous les serveurs qu'il faut pour faire tourner, machin, etc. Donc, ouais, c'est pas évident du tout de concilier les deux. Mais, je joins la question qu'a posée Elodie juste au-dessus, qui me dit, mais qu'est-ce que vous avez vu se développer comme tourisme éthique, par exemple? Ça peut se rejoindre. Je vais vous donner un exemple. Vous pouvez être un camping, par exemple, vous payez votre hébergement web, l'hébergement de vos serveurs de réservation, etc. Très bien. Et ça vous coûte du pognon, d'ailleurs. Bien sûr, vous payez un service à des gens qui vous proposent de l'hébergement, donc gérer de la data, gérer de la connexion, etc. Mais est-ce que vous avez, par exemple, est-ce que vous vous êtes attaché à faire attention à choisir un hébergement qui vous propose du green hosting, c'est-à-dire qui vous disent, vous allez payer un petit peu plus cher votre hébergement, mais moi, je vous garantis des serveurs qui, par exemple, sont refroidis de manière naturelle. C'est-à-dire, je vous garantis de faire tourner des serveurs avec lesquels je prends en compte l'impact carbone de l'activité. Mais ça existe. Et oui, ça existe. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait et très concrètement, et après, ça, c'est des choses qu'on peut mettre sur son site internet. Alors, c'est sûr que ça ne va pas être. Les gens, ils ne vont pas choisir d'aller dans ce camping parce que ce camping, il a fait attention, il a prêté attention à l'impact carbone de ses serveurs informatiques. Et ce n'est pas pour ça qu'on va aller dans ce camping. Mais si lui, il a fait ça, ça veut dire plein de choses dans l'esprit d'un client potentiel. Ça veut dire que les mecs qui gèrent ce camping, les hommes et les femmes qui y bossent, ils font attention à certaines choses qui, moi, par exemple, me touchent, par exemple. Donc oui, ça peut être intéressant. Et ça, c'est des manières de travailler une certaine éthique dans le tourisme, alors avec le numérique. Alors, j'ai un message en privé de quelqu'un, je ne dirai pas qui me dit « Je propose que c'est Narbonne, Sud, voire Perpignan. » C'est par rapport à mon léger accent. Pas mal vu. Je suis né à Narbonne, effectivement. Alors, je vous lis. Pour favoriser le tourisme éthique, notamment le moins carbone, les territoires ne sont pas toujours bien dotés en desserte de transport en commun. Absolument. Oui, c'est-à-dire, c'est toujours la même logique. Ça. Si jamais vous décidiez que votre territoire doit se mettre, entre guillemets, derrière une bannière de tourisme éthique,
c'est pas juste une bannière, quoi. Il faut qu'il y ait de la réalité derrière. Je vous parlais de la notion de réalité, c'est quelque chose de fondamental dans le tourisme. On a beaucoup construit le tourisme pendant 30 ans sur la notion de communication. C'est-à-dire, tu veux que ça marche le tourisme? Communique. Ou, ouais, moi, j'ai pas assez de monde dans mon gîte, c'est de la faute de l'office de tourisme, ils ne communiquent pas assez. Ben, la communication, ça a beaucoup de limites, et surtout quand on va se mettre à communiquer sur des choses comme ça. Si demain, vous vous mettez, vous, en tant que professionnel du tourisme, à vouloir déployer une bannière de tourisme éthique sur votre territoire, oui, il faudra que les pouvoirs publics s'engagent à beaucoup de choses, mais vous aussi, à votre échelle, il faudra que vous vous engagiez à beaucoup de choses. Sinon, ça ne marche pas. Je vais vous donner l'exemple d'un territoire. C'est le territoire Millau-Grand-Causse. Donc, vous connaissez sans doute le plateau du Larzac. Faites-moi des signes de la tête pour ceux que je vois. Bon, alors ça vous parle, le plateau du Larzac. Bon, on se dit, bon, voilà, c'est pas la Défense ou la Courneuve, quoi. C'est le plateau du Larzac, très bien. Sur le plateau du Larzac, vous avez donc une communauté de communes qui s'est constituée et ils ont voulu effectivement, en tout cas ils veulent porter cette logique d'être un territoire où ils sont pour le développement touristique, mais pas n'importe comment, pas à n'importe quel prix, en faisant attention à leur territoire, en faisant attention aux retombées positives comme négatives, etc. Ok, très bien. Ils mettent donc en place des choses, notamment des dessertes de certains sites avec des transports collectifs. Bon, ok. Mais ça a un autre impact. Vous avez sur ce territoire un énorme événement qui s'appelle la course des Templiers. C'est un trail qui rassemble entre 15 et 20 000 personnes. Donc c'est un énorme événement pour ce territoire. C'est l'événement phare de l'année. Et ça fait 20 ans que les organisateurs de cet événement vont voir la communauté de communes pour taper une subvention et pour dire on l'organise chez vous, donc vous nous filez tant. Vous voyez très bien de quoi je veux parler. Très bien. Sauf que là, la communauté de communes, ils leur disent oui, on veut bien sûr vous aider, mais par contre, on fait n'importe quoi. Par exemple, c'est plastique maintenant. Donc, il y a un plastique, il n'y a plus une plastique, il y a un. Est-ce que vous imaginez pour un organisateur d'événements comme ça ce que ça signifie derrière? Mais ils font l'effort d'eux. Et donc, eux-mêmes, en tant qu'organisateurs d'événements, mutent leur offre, font hyper attention à ça. Et donc, ça veut dire que tout le monde fait l'effort. Et ils pourront dire à la sortie, oui, on fait attention, on ne fait pas n'importe comment. Et voilà des preuves, par exemple. Avant, ça se faisait comme ça. Maintenant, ça se fait comme ça. Donc, vachement important, cette notion d'actes vraiment tangibles, quoi, des trucs que je peux voir, toucher, qui sont vrais, quoi, pas que de la com. Hein. On ne peut pas avec les clientèles actuelles. Ils communiquent trop vite entre eux. Que de la com, c'est une cata. Est-ce qu'il y a autre chose? Alors attendez, je ne vois plus mon écran là-bas. Ah, Nathalie qui a posé pas mal de questions et qui nous dit qu'elle est aveyronnaise et que ses parents vivent à la Couvertoirade. Donc, si vous voulez, quand je parle du Larzac à Nathalie, ça lui va bien, ça lui parle. Alors, est-ce qu'il y a d'autres réactions, d'autres questions? Bon, c'était pour ouvrir les chakras aujourd'hui, là. Vous avez pas l'air trop perdu, donc ça va. Je vois que Patty, elle a un bonnet quand même. Patty a l'air d'avoir froid. Ça va, Patty? Non, ce n'est pas chauffé chez Patty, il faut le savoir. Patty travaille en bonnet. Non, pas d'autres remarques? En fait, je pense que vous nous avez dit tellement de choses. On se prend un peu un tsunami en pleine tête, même si effectivement, dans tout ce que vous avez dit, on n'est pas étonné. Une réunion. Ah, c'est Nathalie qui nous. Voilà, vous entendez Nathalie encore. Je disais, oui, il y a plein de choses, effectivement, vous annoncez plein de vérités, mais tout ça mis bout à bout, ça fait un peu un tsunami. Et je pense que là, on est peut-être aussi un peu. Je ne vais pas dire abattu parce que ça, ce serait pas bien, mais je pense qu'on est quand même conscient qu'on a du boulot et qu'il faut qu'on se retrousse les manches. Moi, ce que je retiens dans ce que vous avez dit, surtout, vous avez dit plein de choses très intéressantes, mais j'ai envie de retenir ensemble. Parce que ça, je pense que pour nous, en tant que territoire, là, il y a vraiment un enjeu. Et puis, je pense qu'il faut aussi qu'on se prépare tous ensemble dès maintenant.
pour arriver à être bon demain. Voilà, il y a quand même vraiment beaucoup de défis à relever. Ouais, alors bon, moi je vous ai parlé là du tourisme de demain, du tourisme. Vous êtes, ce que j'ai dit à la fin, vous êtes ce que vous êtes. Donc certainement que dans tout ce que j'ai dit, vous avez senti des angles ou des choses où vous vous dites ah ben oui, globalement il a dit tout ça l'autre là-bas avec ses lunettes, mais ça là, ce truc là, ça pour moi c'est, si vous arrivez à sentir des angles comme ça, c'est bien. Et alors par contre, ce que vous avez dit à la fin là, le ensemble, waouh, ça c'est vraiment, c'est majeur quoi. Ça peut pas ne pas se faire ensemble le tourisme maintenant, notamment parce qu'on a besoin de créer de l'expérience sur les territoires. Et pour créer de l'expérience, il faut travailler ensemble. Il n'y a pas très longtemps, j'ai vécu une réunion qui était très très chaude, mais très intéressante à faire sur un territoire rural dans le centre de la France où ils veulent développer de l'expérience autour de la randonnée accompagnée. Et autour de la table, il y avait des professionnels du tourisme, mais il y avait aussi des agriculteurs et il y avait la fédération de chasse. Et c'est la première fois que ces gens-là étaient ensemble autour d'une table et qu'ils parlaient ensemble. Et c'est très important de l'avoir fait, parce que sinon, ça n'aboutirait pas le truc. Le ensemble, il est hyper, hyper important. Et si vous êtes des pros du tourisme, le ensemble, il faut arriver à ouvrir la focale au-delà du tourisme. Il y a beaucoup, beaucoup d'enjeux à réussir ça, le ensemble. Je suis hyper d'accord avec vous. Vraiment, vraiment, vraiment d'accord avec vous là-dessus. Bon. Ah, il y a des questions? Ah non, bon, ben c'est pas des questions. Plein de remerciements. Et des merci, ben, je vous remercie aussi. Écoutez, c'est gentil. Je vous ai mis... il fait beau ou pas chez vous là? Parce qu'il y avait normalement, je vous amène du soleil, moi, quand je parle comme ça. Et on a plein de neige aussi. Oui, je sais. Vous savez que la dernière fois que j'étais venu par chez vous, j'avais fait une conférence le soir. L'après-midi, j'avais pris mon vélo. L'après-midi, j'avais monté l'Alpe. Vous vous rendez compte? Et là, je ne peux même pas venir skier ni rien. Vous vous rendez compte? Ski de rando, c'est possible. Ah ouais. Il faudrait que je reste un jour ou deux. Ça serait... Voilà. Ouais. Bon, oulala, mais c'est gentil tous ces merci là. Mais merci à tout le monde pour votre attention. Mais merci d'avoir pris du temps quand même. Vous avez pris presque 2 heures. En tout cas, merci de vous être plié à cet exercice, parce que c'est vrai qu'une présentation comme ça, sans retour avec les questions après, c'est pas forcément évident, et vous l'avez très bien fait. Et on a su rester captivé jusqu'à la fin. Donc, merci. Ben, c'est gentil. Bon, j'aurais bien aimé qu'on boive un petit apéro juste après, là. Ça aurait été sympa, mais bon, on fera ça une autre fois. Voilà, une autre fois. Mais merci à toutes et à tous. Merci beaucoup, Vivian, et à bientôt. Merci, Ouais, à Vivian. très bientôt, avec plaisir. Merci beaucoup de Clavant. À bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Merci à tous. Au revoir tout le monde. Au revoir. Merci, à bientôt. Merci à tous. Merci beaucoup.